On va attendre quelques secondes juste parce qu'il y a certaines personnes qui se connectent aussi en ligne. Cette- il s'agit d'une séance qu'on appelle hybride, c'est-à-dire qu'il y a des personnes comme vous qui sont en salle et d'autres personnes qui nous accompagnent à distance, dans les conforts de leur maison. Et merci d'être là. Je pense qu'on peut commencer. Oui. Alors, bienvenue à cette séance d'information qui porte sur les programmes de dépistage de l'eau potable dans certains secteurs de l'arrondissement de Charlebourg et de la cité Limoilou. Je m'appelle Ernesto Salvador Cobos, je suis conseiller en consultation publique à la ville de Québec et je vous accompagne ce soir pour la tenue de cette activité en salle. J'ai j'ai aussi l'accompagnement de ma collègue, le support de ma collègue Marie Lagier qui est à distance et pour la partie en ligne, pour l'animation de la partie en ligne. Je pense qu'en ligne, on est plus nombreux et d'après moi, on est plus de 100 personnes. Mais ça va être à confirmer dans quelques minutes par ma collègue Marie Lagier. Alors, merci. Avant de vous présenter le personnel de la ville qui m'accompagne ce soir, qui nous accompagne ce soir pour la présentation de ces informations, et je vous fais noter que la séance est enregistrée à des fins pratiques, notamment pour que vous ayez la possibilité, à partir de demain, de consulter les informations. Vous le savez, et on va publier la même présentation que vous allez voir ce soir, mais aussi la séance en tant que telle, la vidéo, l'enregistrement de l'activité. Et vous avez aussi la liste de toutes les propriétés qui concernent les programmes qui vont être touchés par les programmes cette année. Et toutes les informations sont sur le site. Alors voilà, je vais poursuivre avec la présentation du personnel de la ville. Je vais commencer avec M. Claude Lavoie, qui est membre du comité exécutif et conseiller municipal du district de Saint-Rodrigue. Bonsoir, M. Lavoie. Bonsoir. Il y a aussi Madame Jackie Smith qui nous accompagne à distance, c'est-à-dire elle participe en ligne, et conseillère municipale du district de Limoilou. Bonsoir, Madame Smith. On ne vous entend Elle pas, est là, je Madame vous Smith, mais je garantis. confirme qu'elle est là. Voilà, merci Marie. Merci. Je poursuis avec mes collègues de la Ville de Québec. Je commence par Madame Christine Beaulieu. Elle est chimiste, chef de laboratoire, directrice de section en intérim à la section de qualité de l'eau et laboratoire au service de traitement des eaux à la Ville de Québec. Bonsoir, Madame Beaulieu. Bonsoir tout le monde. Je poursuis avec Madame Valérie Gauthier, chimiste aussi au service de traitement des eaux. Bonsoir à vous. Et j'ai également Madame Christelle Brouillette, ingénieure aussi au service de traitement des eaux. Bonsoir. Bonsoir. Et voilà, alors juste quelques informations avant de céder la parole à Monsieur Lavoie. Par rapport à la convocation pour cette activité, la Ville de Québec a fait un envoi d'invitation porte à peu près à 2200 propriétés et aussi a envoyé une lettre personnalisée à peu près 3000 personnes. C'est-à-dire qu'en tout, pour cette année, on a eu une communication directe avec à peu près 5200 personnes et on a publié aussi les informations sur le site web que vous connaissez bien. Et voilà, par rapport au déroulement de l'activité, après les mots de bienvenue et d'introduction, on va vous expliquer comment on va fonctionner pour l'activité ici en salle, mais aussi à distance avec l'appui de ma collègue. Et par la suite, on va voir la partie, je dirais, la plus importante, puisque c'est vraiment les informations qui concernent les programmes. Et, il s'agit d'une présentation d'environ 45 minutes. Et tout de suite après la présentation, nous allons commencer avec la période des questions-réponses. Et rendu là, on va vous expliquer comment on va fonctionner. Et finalement, le mot de la fin. Et on attend peut-être finir vers 21 heures. Ça va dépendre bien sûr des échanges. La présentation, comme je vous avais dit, ça va durer à peu près 40 minutes, mais après, ça va être plus, ça va dépendre des échanges, des nombres de questions qu'il y aura. Alors, sans plus tarder, merci, Monsieur Lavoie. Je vous cède la parole pour les mots de bienvenue et d'introduction. Merci beaucoup, Ernesto. Bonsoir tout le monde. Content de vous voir si nombreux en ligne aussi. On me dit qu'il y a beaucoup de monde. Alors, naturellement, je comprends l'intérêt
Je peux témoigner, l'an passé, j'ai assisté à une présentation qui a été bonifiée, je pense, avec l'expérience et vous allez pouvoir bénéficier de l'expertise de nos professionnels. D'ailleurs, moi, quelqu'un qui fait un doctorat en chimie, je suis déjà, je comprends pas. Je suis déjà très, très, C'est pas chimie. ah, c'est pas chimie, là. Je suis déjà très admiratif de ça. J'ai moi-même été ciblé, alors je suis très, très, très bien, très sensible au fait que vous ayez l'intérêt. Ma maison a été ciblée, moi, comme étant potentiellement contaminée au plomb, l'eau de ma maison. Alors, heureusement, et j'ai vu tout le processus, tout l'accompagnement de la ville, du diagnostic jusqu'au prélèvement, etc. Mais nos spécialistes vous expliqueront ça. Alors, je suis passé à travers tout ça et j'avais vraiment très hâte d'avoir le résultat. Heureusement, le résultat était négatif. J'avais pas de présence de plomb donc dans ma demeure. Alors, j'étais très soulagé parce que j'anticipais les coûts et je suis sûr que je vois des sourires. C'est des choses que vous anticipez également. C'est des questions auxquelles nos spécialistes pourront répondre. Alors, j'espère qu'à la fin de cette soirée-là, vous repartirez rassuré, vous repartirez avec toutes les informations nécessaires. Alors, je suis très, très empathique à votre situation puisque je l'ai vécu moi-même personnellement, mais je pense qu'on a vraiment des professionnels pour nous guider dans tout ça. Alors, bonne soirée tout le monde. Merci. Merci à vous, Monsieur Lavoie. Et là maintenant, j'aimerais bien juste m'assurer que du côté de personnes qui sont en ligne à distance, Marie, je ne sais pas si tu veux donner peut-être quelques consignes par rapport à la période de la présentation. Je comprends que la période d'échange, ça va venir après, mais pour la présentation, et je te céderai la parole si jamais tu souhaites apporter quelques précisions. Oui, tout à fait. Alors, merci Ernesto. Donc, je précise qu'on a 91 personnes en ligne. On avait plus une centaine de personnes inscrites en ligne. Donc, on a un peu plus de 90 qui sont là avec nous. Peut-être d'autres vont se joindre en cours de route. Donc, pour les personnes en ligne, vous allez pouvoir vous exprimer en utilisant le bouton Q et R. Un peu plus tard, on va vous demander par contre d'attendre la fin de la présentation parce qu'on pense que plusieurs questions pourront être répondues avec le contenu de la présentation. Pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de taper leurs questions sur un clavier, vous pourrez à ce moment-là utiliser le bouton lever la main et puis à ce moment-là, on vous donnera l'autorisation d'ouvrir votre micro et vous pourrez vous exprimer verbalement. On a une personne qui est présente par téléphone. Donc, pour la personne qui assiste au téléphone, il faut faire étoile 9 pour lever la main et ensuite étoile 6 pour ouvrir votre micro. Donc, je vous redonnerai les consignes un peu plus tard lorsqu'on sera rendu à la période de questions. Alors voilà, c'est tout. Bonne soirée. Merci beaucoup, Marie. Et alors voilà, et sans plus tarder, nous allons commencer alors avec la présentation du programme. Et je cède la parole à Madame voilà, Beaulieu. Merci, Ernesto. A priori, on est vraiment très, très content que vous ayez accepté notre invitation à venir vous joindre à nous ce soir pour cette séance d'information publique. On le sait que c'est un enjeu qui est très sensible quand on parle de contamination au niveau de l'eau potable. On peut avoir des craintes, on peut avoir des questionnements par rapport à quelles seront les répercussions, que ce soit en matière de santé publique, en matière de coûts financiers. Et pour nous, c'était très, très important de pouvoir vous donner l'heure juste par rapport à la situation, puis de vous permettre de nous partager vos préoccupations, vos commentaires, vos questionnements en rapport avec ce volet-là. On n'a pas assez souvent l'occasion à la ville de pouvoir justement échanger avec ceux à qui on donne notre prestation de travail, mais c'est important qu'on puisse justement s'assurer d'avoir votre écho à ce niveau-là. Puis pour nous, ben, une très belle opportunité pour pouvoir justement par la suite bonifier notre façon de rendre notre prestation de service. Donc, quand on se rend sur le terrain ou qu'on a à répondre à des interrogations par la suite, on est déjà un peu plus en mesure de pouvoir canaliser quelles sont les réponses à vous donner, puis de quelle façon aussi vous les présentez, parce qu'on est déjà au fait que vous avez eu l'information qui vous a été transmise. Donc, un gros, gros merci pour votre participation, pour votre écoute.
Ne vous gênez pas à la fin pour poser vos questions. Il n'y a absolument aucune question qui ne mérite pas d'être posée, en ce sens où on provient tous je dirais, d'univers différents. C'est sûr que nous, on travaille là-dedans à journée longue, donc on est familier avec la thématique, mais pour un citoyen qui n'a pas nécessairement cette connaissance-là ou qui n'a pas ce référent-là, mais ça peut être quelque chose là, qui est très, très pertinent pour vous. J'ai avec moi deux de mes collègues qui participent au comité de pilotage de ce programme d'élimination du plomb dans l'eau potable. Donc, je vous présente Christelle Brouillette, pas Christine, mais Christelle, et Valérie Gauthier. Donc, nous, c'est un groupe qui fonctionne beaucoup en matière de gestion collaborative. Donc, on a chacune nos expertises. Puis, c'est pas seulement le projet d'une personne, mais c'est le projet d'une équipe. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on se présente à vous ce soir pour vous présenter nos expertises, puis que vous soyez rassurés par rapport justement à la compétence des personnes qui vont justement vous accompagner dans tout ce qui pourrait être des questionnements ou de la réalisation de ce programme de dépistage-là. Donc, je vous cède le micro, les filles, pour que vous puissiez faire la présentation. Merci. Je ne sais pas si j'ai juste un petit peu peut-être mon micro aussi. Au fond, je vais vous montrer le plan de la présentation de ce soir. Donc, l'introduction, Mme Beaulieu vient de très bien la faire. Je vais par la suite là, vous présenter les exigences réglementaires, un petit peu vous faire la genèse de où on part pour qu'on en arrive avec un projet comme ça, comme tel. L'état de la situation, le dépistage qui va avoir lieu sur le territoire et les travaux de remplacement prévus et la période de questions, évidemment. Au niveau des exigences réglementaires, au fond, Santé Canada, il y a quelques années, a fait une recommandation d'abaisser la norme qui était déjà à 10 microgrammes par litre de plomb. Oui. Si je voulais t'interrompre juste, tu Excusez-moi. peux utiliser la souris, Oui. puis comme ça, tu pourrais utiliser le pointeur qui est à l'écran si jamais tu as besoin de Là, j'ai juste la souris. Exact. Voilà. Parfait. Juste pour le changer. exact. Ah, ici. Parfait. Désolé. Merci, là, c'est correct. Tiens. Donc, comme je vous disais, ici, de 2001 à 2020, on était à la norme de 10, qui était considérée comme convenable dans ces années-là. Suite à certaines représentations auprès de la santé, excusez-moi, au niveau du fédéral, c'est auprès de Santé Canada. Santé Canada a vraiment fortement recommandé aux provinces d'abaisser la norme plutôt à 5 microgrammes par litre. Donc, en 2020, en abaissant la norme, ça l'a obligé, le ministère, le provincial a obligé les municipalités, dans le fond, de se conformer, de dépister sur leur territoire en sachant là, que la norme était plus basse. Ils nous ont obligés d'instaurer des programmes pour dépister le plomb sur les territoires des municipalités. C'est là où on en est. Si tu me permets, je vais peut-être juste rajouter un petit détail aussi. Mm. C'est important de mentionner qu'entre 2001 et 2020, et même avant, les conditions pour lesquelles la norme était mesurée, c'était après 5 minutes d'écoulement. Ça veut dire qu'on se présentait dans vos résidences, puis on faisait couler l'eau pendant 5 minutes, puis là, on prenait un échantillon. Puis si c'était en bas de 10 microgrammes par litre, l'échantillon répondait à la norme. La grosse nouveauté avec l'abaissement de la norme à 5 microgrammes par litre, c'est que maintenant, la mesure se fait après une stagnation de 30 minutes. Puis là, on prend tout de suite le premier jet. Fait que c'est même pas comparable en termes de conditions d'échantillonnage. Et ça vient mettre encore plus l'emphase sur le fait qu'il y a eu, c'est pas juste de passer de 5 à 10, mais qu'avec les conditions dans lesquelles on fait l'échantillonnage, l'abaissement de la norme est encore plus important que ce qu'il paraît. Merci. Je vais la mettre ici. La changer, par exemple, ça va. C'est ça, c'est ça ici. Peut-être mieux avec ça. Donc, le programme que la municipalité a instauré, dans le fond, c'est vraiment, le but, c'est de trouver les canalisations en plomb qui peuvent rester sur le territoire, de les remplacer, évidemment, autant celles qui appartiennent à la ville que d'informer les citoyens qu'aussi on en a dépisté, et donc de les interdire. De là, le règlement RVQ 2884 qui interdit tout branchement en plomb pour les réseaux d'aqueducs qu'on a présentement.
Par la suite, on va avoir aussi là, le projet pour le contrôle de la corrosion à l'intérieur du réseau d'aqueduc dans un deuxième temps. Évidemment, on ne peut pas contrôler la corrosion si on n'a pas préalablement enlevé les contaminants qui sont présents. Donc, c'est pour ça qu'on fait vraiment le dépistage en premier lieu. Sur le territoire, pour l'état de la situation, vous informez que le plomb, les concentrations en plomb dans l'eau traitée à la sortie des usines sont vraiment négligeables. Fait qu'on parle vraiment de contamination, on va dire, industrielle ou qui proviennent justement de certains matériaux, accessoires de plomberie, de robinetterie. On n'a pas tout le contrôle de où c'est fait, les alliages métalliques, c'est vraiment, bon, on achète ça à la quincaillerie, puis on ne sait pas toujours 100% ce que ça peut contenir. On n'a pas tout à fait le contrôle là-dessus non plus. Donc, il y a différents contaminants aussi dans lesquels ils peuvent contenir du plomb. Donc, on estime environ à 3500 branchements qui sont potentiellement en plomb sur le territoire depuis 2020 qu'on dépiste, qu'on obtient certaines statistiques qui fait qu'on c'est à peu près dans ces eaux-là, mais il faut les chercher un peu. Donc, on travaille avec des données corporatives, on essaie d'aller pour trouver ces 3500 branchements-là, ben, ça nous demande de dépister un à un, pratiquement chacune des résidences. Sachez aussi que ça, c'était au début du programme, c'est sûr, à la lumière des statistiques, mais depuis qu'on a commencé en 2020, il y en a déjà près de 1500 qui ont été remplacés. Donc, on est rendu plus de l'ordre de 2000 branchements à dépister. Avant d'aller plus loin, j'aurais une question. Je vous demande, monsieur, d'attendre plutôt à la fin de la présentation. Parce que moi, on a remplacé. Monsieur, excuse-moi, c'est juste qu'il y a des gens à distance aussi. Okay. Fait que là, je comprends, peut-être vous avez comme une inquiétude, mais j'ai l'impression que peut-être on va répondre à votre question Ou sinon, au vous serez courant de le la premier présentation. à la fin de la présentation à pouvoir poser votre question. Merci, monsieur. Donc, pour vous faire un état de la situation aussi, pour où ce qu'on voit le plus de probabilité de trouver des branchements d'eau potable en plomb, on se trouve avec dans les décennies, les bâtis des années 40, où est-ce qu'on a là, un plus grand pourcentage ou un plus grand potentiel, puisque vous savez, bon, c'est dans le temps de la guerre où ce qu'on sait que ce matériel-là a été un peu plus utilisé pour faire les premiers réseaux d'aqueduc à la ville ou les premiers branchements pour brancher aux résidences. Évidemment que vous voyez, dans d'autres décennies, il y a aussi un haut potentiel quand même, mais c'est des bâtis, là, années 80 et moins, où est-ce le dépistage a principalement lieu, raison pour laquelle là, c'est plus d'entre vous qui sont sollicités par le dépistage. Ça, c'est important de savoir. Donc, si votre bâti est au-delà de ça, vous n'êtes pas prioritaire dans le dépistage. Donc, je laisse la parole à ma collègue Christelle pour la suite. Super. Donc, moi, je vais vous parler des dépistages et travaux de remplacement. Donc, dans le fond, on va passer par différentes sections, donc des questions qu'on a eues souvent au cours du projet. Fait que je vais essayer de répondre en espérant que ça réponde peut-être à toutes les questions qu'on a présentement. Donc, dans le fond, est-ce que toutes les propriétés de la Ville de Québec sont dépistées? Ma collègue Valérie vous l'a quand même mentionné. C'est vraiment des années 80 et moins. Fait que ce qu'on a fait, on a divisé ça en différents secteurs, donc les zones que vous voyez là, sur la carte. Et c'est comme ça qu'on priorise nos secteurs qu'on va dépister cette année et dans les années qui vont suivre. Ce que je veux préciser, par contre, c'est que ça se peut qu'on dépiste des maisons des années 1980 et plus si on est dans un secteur qui a beaucoup de maisons des années 80, parce que dans le passé, ce qu'on a vu des fois, des maisons qui ont été détruites, reconstruites, et malheureusement, le branchement n'avait pas été changé. Fait que quand on est dans le secteur, on essaie de le faire le plus possible là, à 100%. Donc, c'est les maisons qu'on va dépister dans les secteurs au complet. Par la suite, comme on a mentionné également, le plomb, ce qu'on veut dépister, c'est les branchements en plomb. Fait que vous voyez ici, là, on a la conduite d'aqueduc, le branchement bleu ici qui s'en va jusqu'à votre propriété, donc la partie publique et la partie privée. C'est vraiment la section qu'on veut dépister et c'est ça qui peut contaminer l'eau. Et comme ma collègue Valérie l'a dit, bien, il y a effectivement aussi les accessoires de plomberie et de robinetterie qui peuvent affecter, mais avec les prélèvements, c'est des éléments également qu'on peut voir, mais nous, pour le projet, on se concentre plus particulièrement sur les branchements. Si tu me permets, Christelle, juste de préciser, quand on vous parlait tout à l'heure du règlement RVQ 2884,
qui dit que, dans le fond, les branchements d'eau potable en plomb sont prohibés. Ça concerne vraiment juste la petite ligne en bleu que ma collègue vous a présentée. S'il s'avère qu'on trouve du plomb, mais que celui-ci est localisé à l'intérieur de la plomberie domestique de votre résidence, on vous en informe, mais vous n'avez pas d'obligation réglementaire à faire des modifications. Donc, c'est important de faire la séparation entre les deux. Donc, c'est vraiment le tuyau qui raccorde l'aqueduc à votre maison qui est le point de focus du programme d'élimination du plomb dans l'eau potable. Par la suite, maintenant, comment on fait justement pour dépister ces branchements-là? On a 2 techniques principales qu'on utilise à la ville. Donc, la première, c'est l'analyse au laboratoire suite à un prélèvement. Donc, Mme Beaulieu en a parlé au début. Dans le fond, c'est des prélèvements qu'on va faire à votre résidence. Et la deuxième façon, c'est une inspection visuelle suite à une hydroexcavation. Donc, pour les prélèvements, dans le fond, le prélèvement peut se faire soit au robinet extérieur ou au robinet à l'intérieur, donc au lieu de consommation. Comment ça fonctionne, là, les étapes pour ça? On va aller vous remettre un avis. Donc, si votre propriété a été ciblée, on vous remet un avis quelques jours avant. Souvent, c'est environ une semaine avant pour vous aviser qu'on va passer dans votre secteur. Si vous êtes présent, on va le faire à l'intérieur. Et si vous êtes absent, on va le faire au robinet extérieur, donc pour être en mesure de dépister le branchement. Comment ça fonctionne? Dans le fond, on fait une purge de 5 minutes pour vraiment vider les conduites. Et par la suite, on fait une stagnation, là, comme Mme Beaulieu nous l'a mentionné, pour vraiment voir s'il y a du plomb qui se dissout dans l'eau. Suite à ça, on prend plusieurs petites bouteilles de prélèvement, on va vous les montrer tantôt, ça ressemble à quoi, pour justement avoir une idée de s'il y a du plomb, c'est où, est-ce que c'est dans la partie publique, dans la partie privée. Donc, avec cette façon-là de faire, ça nous permet d'avoir une idée de où se trouve le plomb, s'il y en a bien sûr. Par la suite, les bouteilles vont être analysées au laboratoire de la ville et un diagnostic va être fait et vous allez recevoir une lettre, là, normalement environ dans les 60 jours qui suivent, pour vous dire si votre branchement est conforme ou non. Si je peux rajouter pour les prélèvements. Bien sûr. Si votre robinet jardin n'est pas fonctionnel, votre robinet extérieur, vous savez, là, qui est défectueux, peu importe, vous pouvez appeler au 311, le mentionner pour dire moi, je vais être dépisté pour le branchement en plomb cette année, mais malheureusement, mon robinet extérieur n'est pas fonctionnel. À ce moment-là, on va venir à l'intérieur et vous auriez l'occasion de signifier que vous voulez prendre un rendez-vous pour qu'on puisse se rendre à votre résidence et le faire à l'intérieur. Ça nous fait gagner beaucoup de temps. Ça vous fait gagner du temps à vous aussi. Ça sert à tout le monde. Je voulais juste le mentionner là, dans ce type de dépistage-là. Vous pouvez appeler au 311 pour nous mentionner que peut-être une anomalie, on ne peut pas le faire à l'extérieur. Effectivement, puis sur l'avis, quand vous allez le recevoir quelques jours avant, ça va être mentionné. Fait que même si vous l'oubliez, Oui, l'information est là. Fait que oui, c'est comme. Exact, vous allez avoir le rappel. Puis juste pour information, dans le fond, ça, c'est gratuit. C'est vraiment aux charges de la ville, là, cette analyse-là de votre eau quand votre secteur est ciblé. Ensuite, on parle de l'hydroexcavation. Ça également, vous allez avoir un avis qui va vous être remis quelques jours avant. Et ça consiste, comme vous voyez sur les images, là, c'est vraiment un trou d'environ 1 pied qui est fait jusqu'au branchement d'eau potable. Donc, il y en a un qui va être fait de la partie publique et également de la partie privée si l'information n'est pas disponible. Des fois, ça se peut qu'il y ait seulement un trou sur une des sections qui est faite. Des fois, on a l'information dans nos données, dans nos systèmes. Des fois, malheureusement, on ne l'a pas. Et suite à ça, vous allez recevoir une lettre là, si vous avez un branchement en plomb. Si je peux rajouter, Mme Brouillette a mis des petites étoiles là, sur la présentation que je l'ai faite, mais ça n'a pas apparu. Ah. Juste vous signifier que dans les 2 cas, on a une 3e technique qui confirme les 2 autres, c'est qu'on va vous solliciter pour pouvoir aller inspecter à votre entrée d'eau le matériau qui est à l'intérieur de la maison. Au fond, quand le branchement passe au travers de votre fondation, on vient l'inspecter à l'intérieur de votre résidence pour voir le matériau, si il est en cuivre ou s'il est en plomb. Fait qu'on l'inspecte. Autant si on vient faire une hydroexcavation, c'est sûr que là, on va être dehors, on n'aura pas à vous déranger directement, mais on va quand même vous contacter pour venir voir qu'à l'intérieur, si c'est du cuivre qu'on a vu à l'hydroexcavation, que c'est du cuivre aussi à l'intérieur. Puis, si on vient prélever, même chose, l'inspecteur va vous demander d'avoir accès à votre entrée d'eau. S'il n'y a pas accès, ce n'est pas grave, on écrit qu'on n'a pas accès. Le prélèvement est encore plus important à ce moment-là parce que c'est juste lui qui va confirmer que tout est conforme. C'était l'information de plus que je voulais vous signifier.
Ensuite, dans le fond, quelle technique va être utilisée pour votre propriété? Le dépistage, en fond, c'est à la discrétion de la ville, là. C'est nous qui a le choix final. Par contre, ce qu'on essaie, c'est que tout ce qui est unifamilial, jumelé, duplex et triplex, on essaie de le faire le plus en prélèvement. Et ce qui est du 4 logements et plus, on le fait par hydro-excavation, excusez-moi. Puis tout simplement, à cause que la stagnation dans des logements qui a plusieurs personnes, bien, c'est difficile de l'avoir. Fait que c'est pas mal la principale raison. Il peut y avoir des fois d'autres raisons, là, au niveau physique ou autre, qui permettent pas, par exemple, que le camion passe d'hydro-excavation, des choses comme ça. Mais en général, c'est vraiment comme ça qu'on essaie de séparer les deux techniques. Donc, chacun a des avantages et des inconvénients. Donc, au niveau du prélèvement, c'est vraiment l'inutilisation de l'eau qu'on ne peut pas pendant 30 minutes de temps. Donc, on ne peut pas utiliser l'eau dans aucun des endroits là, de la propriété. Le délai de résultat d'analyse est également un peu plus long. Là, on parle d'environ un 60 jours en moyenne pour avoir les résultats. Par contre, les points positifs, c'est que le résultat est très précis là, dès qu'il y a un petit bout de plomb, puis on l'a vu là, les étés passés. Des fois, on peut voir un pied de plomb qui reste un petit bout, puis on le découvre dans nos analyses suite au prélèvement. Et également, c'est plus économique que l'hydroexcavation. Au niveau de l'hydroexcavation, les désavantages, ça fait un prix de l'aménagement. Vous l'avez vu dans les photos, ça va faire un trou. C'est également plus coûteux que les prélèvements. Par contre, le résultat est plus rapide. Là. Immédiatement, on voit le matériau, donc on a déjà des résultats et on peut utiliser l'eau durant toute la période de l'excavation. Il n'y a aucune problématique avec ça. Donc, dans le fond, est-ce qu'on peut effectuer des dépistages toute l'année? Malheureusement, on ne peut pas faire ça à l'année. Donc, c'est pour ça que le projet, là, il dure plusieurs années à cause qu'on est quand même dans des contraintes plus en restriction là, au niveau des moments qu'on peut le faire. Donc, au niveau du prélèvement, selon le règlement sur la qualité de l'eau, c'est vraiment de juillet à septembre que c'est possible. Par contre, dès que la température de l'eau est en haut de 13 degrés Celsius, on peut se permettre d'en faire. Fait que souvent, on est capable d'allonger un petit peu plus notre période. Fait qu'à partir de vers la fin mai, début juin, on peut commencer les prélèvements et ça peut aller jusqu'à la fin octobre habituellement. Et au niveau de l'hydroexcavation, ça se fait environ d'avril à novembre. Dans le fond, c'est quand il n'y a plus de neige qu'on peut en effectuer. Donc, est-ce que ma propriété sera dépistée? Dans le fond, pour 2024, on vise environ 4000 propriétés qui vont être ciblées dans différents arrondissements. Fait que vous voyez la carte là, qui est présentée. Donc, Charlebourg, on parle environ, il y a 1000 propriétés qui vont être dépistées. Dans la cité Limoilou, on parle de 3800 propriétés. Et Sainte-Foy-Cédric-Cap-Rouge, on parle d'un 200 propriétés. Vous voyez là, les petits points de couleur, dans le fond, ça représente les décennies de construction des habitations qu'on a ciblées. Puis comme l'a dit ma collègue Valérie, dans le fond, il y a avec les années décennies, il y a un peu plus de plomb, dépendamment des années, comme les années 1940 à 49, on en a un peu plus. Donc, nous, ça nous permet seulement visuellement d'avoir une idée de qu'est-ce que ça représente. Sinon, pour un petit peu plus précis, on voit un peu plus les zones là, à Charlebourg. Donc, on parle d'à peu près 1000 propriétés qui sont réparties quand même dans 75 rues. Fait que c'est les propriétés qui sont là. Puis comme Ernesto l'a dit au début de la présentation, sur le site web, il y a toute la liste des propriétés si vous voulez savoir si votre propriété va être dépistée. Mais en général, si vous êtes présent ici, c'est parce qu'elle va être là, effectivement dépistée. Pour la cité Limoilou, quand on parle d'un 3800 propriétés qui sont réparties dans 130 rues, donc c'est les deux zones qu'on voit là présentes sur la carte qu'on va dépister cette année. Donc, si vous avez un branchement en plomb, on va vous remettre un pichet de type Brita qui est NSF 53 certifié qui enlève le plomb, en fait, parce que les filtres ont des certifications nécessaires pour certains métaux. Donc, ça va assez bien identifier sur le filtre. Si vous voulez vous en munir d'un de façon générale, ça s'achète aussi au magasin, puis tout le monde peut se munir d'un type de filtre comme ça sans problème. Mais nous, on le fournit si on en découvre à votre résidence, en attendant tout le déploiement, que vous fassiez les travaux, autant que si on en trouve à la côté ville ou de votre côté. Au niveau des travaux de remplacement, on est quand même, on est diligent nécessairement quand on en trouve dans cette année-ci, on le remplace le plus tôt possible. Quand l'année d'après, on le planifie pour le faire
aussitôt que possible, mais tout comme vous, on a aussi 4 ans pour le remplacer parce qu'on s'applique la même règle que le règlement, sauf que, ben, c'est sûr qu'on le fait aussitôt que possible, évidemment. On n'allonge pas pour le plaisir non plus. Pour le branchement privé, ben, c'est ça, le propriétaire, dans le règlement, c'est dit que vous avez 4 ans suite à l'annonce que vous avez un branchement en plomb qui est avéré. Donc, c'est de faire votre demande de permis pour effectuer votre branchement. La demande de permis va vous permettre d'avoir accès à une subvention de 2 500 $ maximum, qui correspond à environ 50 des coûts de travaux. En moyenne, on est à 5 000 $ les résidences là, qui ont fait leur remplacement, là, c'est des coûts moyens qu'on a présentement. Ça me permet de rajouter la précision que ma collègue a apportée par rapport au remplacement de la partie publique en plomb qui pourrait être décelée sur votre branchement. Oui, en effet, on s'applique exactement les mêmes termes que pour le règlement. Donc, on parlait tout à l'heure de 4 ans. Mais il y a une raison pour laquelle nous, on s'organise. Notre planification, elle est faite de telle sorte que quand on le dépiste l'année suivante, on planifie le remplacement. Parce que notre souci avec ce programme-là aussi, c'est d'optimiser les coûts qui sont associés à faire ces remplacements-là. Donc, on ne peut pas se permettre d'être dispersé sur le territoire. Donc, on fonctionne beaucoup par secteur. Fait qu'on vous regroupe par secteur pour faire les dépistages, mais on vise à faire aussi la même tactique, la même stratégie pour l'année subséquente avec le remplacement, puis de faire en sorte qu'on économise sur les coûts de réalisation. Merci, en effet. Donc, c'est possible qu'un arbre soit à proximité ou sur le branchement, évidemment. Ça peut arriver. Donc, c'est l'équipe de la foresterie urbaine, qui est un service à la ville, qui va venir évaluer l'arbre si, suite aux travaux ou avant le travaux, si l'arbre peut survivre ou s'il doit être abattu parce que, de toute évidence, le branchement est juste en dessous, puis malheureusement, il doit être abattu. Donc, c'est les professionnels qui vont venir l'évaluer. Tout ça est pris en charge par la ville et aussi est inclus là, par la suite une plantation d'un nouvel arbre. Fait que ça, c'est les autres dommages que ça cause, mais c'est ainsi. Donc, c'est vraiment pris en charge par ce service-là. Aussi, savoir, suite à un remplacement, le plomb est un matériau qui est friable. Et donc, lors du remplacement, quand ils font l'excavation puis qu'ils enlèvent le branchement, que ce soit de votre côté ou côté ville, il peut y avoir là, vraiment là, des petits morceaux de métaux qui se dégagent, qui se libèrent parce que, bon, ben, ça reste du métal. Donc, c'est important que vous sachiez si vous êtes aux prises avec un remplacement suite à la remise en eau, avant de remettre l'eau en circulation dans votre maison, vraiment, là, d'aller vers un robinet qui est le plus à l'externe de votre plomberie domestique pour bien purger. Que ce soit un robinet au sous-sol, un robinet à l'extérieur aussi peut être vraiment efficace, mais la première ouverture d'eau doit être faite sur un, un endroit où ce que les particules peuvent vraiment se libérer, partir, puis par la suite remettre en eau complètement. Là, utiliser l'eau comme d'habitude dans votre résidence. Sinon, les particules vont se trapper à des endroits où vous avez l'habitude d'utiliser votre eau, puis insidieusement, vous pouvez risquer de vous contaminer continuellement, bien que le remplacement ait été effectué. Fait que c'est important de garder ça en tête, cette habitude-là, là, vraiment de bien, pendant 20 minutes, une bonne purge, mais à un robinet autre que votre robinet de consommation régulière. Donc, on parle du robinet extérieur, évidemment, si vous pouvez faire la purge par là. Alors, aussi, au niveau des aérateurs, c'est quand on dit ça, c'est que, en fait, c'est le petit tamis souvent qui se retrouve là, dans les robinets, dans lequel les morceaux de plomb peuvent rester pris, qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas. Donc, on favorise aussi que vous pouvez l'enlever puis bien le nettoyer quand c'est possible. On sait qu'il y a des robinets que ce n'est pas toujours possible. Donc, c'est la raison pour laquelle la purge est encore plus importante à faire dans un robinet autre que celui où vous n'êtes pas capable de nettoyer le tamis.
Puis moi, ce que je vous inviterais en termes de bonnes pratiques, parce que souvent, les gens ne sont pas au fait justement de l'existence de ce petit tamis-là à la sortie de leur robinet, puis des fois, ils ne savent même pas que ça s'enlève ou ce que ça change. Donc, régulièrement, une fois par année, ça veut de rentrer peut-être ça dans votre logique, peut-être de grand ménage de printemps, mais de pouvoir dévisser, de le rincer, de le faire tremper dans une petite solution avec du vinaigre blanc, ça peut être bienvenu parce que oui, il y a on parle de petites particules ici de plomb quand on parle d'un remplacement de branchement de service, mais des fois, il peut y avoir des particules d'oxyde de fer quand il y a eu des opérations de rinçage de réseaux d'aqueduc ou l'utilisation de bornes d'incendie qui vont aussi se rester trappées à l'intérieur de vos choses, puis ça vient altérer un peu les caractéristiques de votre eau. Donc, c'est toujours une bonne pratique là, à mettre en pratique, justement, là, pour votre réseau d'aqueduc à vous, là, votre plomberie. Au niveau des remplacements de branchements publics prévus cet été. Donc, au niveau de 2024, on prévoit faire 80 remplacements de branchements de plomb du côté public qui sont répartis dans environ 50 rues. Et ces 80 remplacements-là se situent tous dans l'arrondissement de Cité-Limoilou. Donc, ils sont répartis un peu partout, mais c'est ce qui est prévu. Puis comme on mentionnait, ceux qu'on va trouver cette année devraient être faits l'année prochaine. C'est vraiment comme ça qu'on essaie de fonctionner le plus possible. Oui, en effet. Donc, pour terminer, on termine en vous donnant, là, dans le fond, les bonnes pratiques d'ici à ce qu'on vienne dépister à votre résidence. Vous pouvez, de façon autonome, vérifier les matériaux à votre valve d'entrée d'eau. Si ce soir, on vous a suscité, là, on a piqué votre curiosité, on a fait un petit guide d'auto-inspection. C'est un pas à pas que vous pouvez suivre. Le code QR, vous pouvez là, le scanner, puis il va être disponible aussi sur le site. Mais c'est un pas à pas, donc vous suivez les étapes, puis pour voir si ça va vous aiguiller sur le type de matériaux que vous avez à votre entrée d'eau. Ça peut quand même vous réconforter à ce niveau-là. Aussi, on suggère qu'après une longue période de non-utilisation de votre eau, souvent le matin, par exemple, de faire couler votre eau jusqu'à ce qu'elle soit fraîche. Vous vous assurez d'avoir de l'eau qui est vraiment dans le réseau d'aqueduc, qui, elle, est toujours en circulation. C'est sûr que de l'eau qui stagne dans nos plomberies domestiques, dans nos résidences, ça fait une eau de moins bonne qualité. Donc, on vous incite à le faire. Puis, vous pouvez aussi en profiter suite à avoir fait couler une minute, là, environ, souvent suffit. Vous allez le voir avec la température au bout de votre doigt. Elle va être vraiment plus fraîche. Vous pouvez en profiter pour vous coller un pichet, puis le mettre au frigo. Ça va avoir aussi comme effet de faire évaporer le chlore. Des fois, on trouve ça désagréable. Là, on n'a pas le chlore pour la désinfection, on n'a pas le choix de l'en mettre. Mais c'est quand même assez volatile. Donc, en mettant un pichet au frigo, votre eau va beaucoup moins goûter le chlore. Ça prend quelques heures, là, en fait, à s'évaporer. Ça fait une pierre deux coups. Aussi, il y a toujours la possibilité là, de vous acheter un pichet filtrant par vous-même si ça a suscité aussi un intérêt pour vous, quoique ce n'est pas nécessaire non plus. Mais si vous avez un petit doute ou suite à l'auto-inspection, par exemple, c'est possible de vous en munir d'un qui est vendu dans toute grande surface. Puis, utiliser l'eau froide pour cuisiner. Parce que là, c'est de l'eau fraîche du réseau. C'est sûr que de l'eau chaude d'un réservoir d'eau chaude fait de fer, l'eau chaude dissout les métaux plus. C'est pour ça qu'on prélève l'été, l'eau est plus chaude parce qu'on veut que nos métaux, le plomb se dissolvent, on veut le voir aux analyses. Donc, même chose au niveau de votre tank à eau chaude. Là, on ne recommande pas de consommer l'eau chaude, au contraire. Donc, l'eau froide pour cuisiner, c'est mieux. Donc, c'est les bonnes pratiques là, qu'on voulait terminer. Je terminais avec une petite présentation. Dans le fond, je viens de vous parler des fichiers filtrants qu'on fournit. On fournit un autre filtre. Donc, si jamais on vient à une inspection, puis l'inspecteur voit qu'il y a du plomb là, qui est à votre entrée d'eau, on vous rajoute aussi un filtre pour que vous ayez, dans le fond, un an de filtres là, pour les bouchées. Les bouteilles, il y en a quand même une bonne série. Là, quand les inspecteurs viennent, c'est plutôt comme la photo ici. Donc, on a une qui est plus grosse. Les autres sont plus petits. Donc, en tout, là, c'est sûr que
Ça, c'est des 500 millilitres puis du 250 millilitres. En tout et partout, si je fais le calcul, c'est un petit peu moins de 2 litres, là, à peu près 1,5 litres seulement qui est prélevé, dans lequel on est capable de voir que le plomb s'est libéré. Et je termine avec le branchement en plomb. C'est sûr que si jamais vous avez du plomb et que vous faites votre inspection, on va vous conseiller c'est mieux de mettre des gants. C'est pas très bien d'avoir ça sur les doigts. Donc, ici, on a dans l'ancien temps, dans les décennies peut-être années 40, les plombiers faisaient dans le fond ici, vous avez le bout en cuivre, le cuivre de couleur orangée. Ça, c'est conforme. Ce qui est non conforme, ben, c'est ce qu'ils ont fait, c'est pas une soudure, mais en fond, pour raccorder le cuivre avec le plomb. C'était la technique qu'ils utilisaient, donc ils faisaient une fonte de plomb facile quand même à fondre. Puis ils mettaient là, un bon morceau pour que les deux morceaux soient ensemble. Et vous voyez la couleur aussi, c'est vraiment gris et c'est très mou. Fait que si vous voyez qu'à votre entrée d'eau, il y a comme une bonne courbe là, parce que ça, c'est beaucoup moins variable que excuse-moi, je vais t'interrompre. Juste parler au micro. Comme ça, les gens qui sont à distance, ils vont pouvoir mieux nous entendre. Pour la salle, c'est parfait. Mais je pense qu'on va devoir improviser un petit peu. Je recommence-tu? Non, Oui, ben, de toute façon, vous le voyez. Donc, c'est ça, comme je disais, le cuivre, il est un petit peu proche. OK, parfait. Donc, le cuivre est vraiment ici en haut de couleur orange, puis on a fait une bague de compression, merci, avec le plomb pour permettre que les deux soient vraiment ensemble, qu'il n'y ait pas de fuite aussi non plus. Donc, vous voyez que la couleur est vraiment de couleur grise. Puis ici, il y a un petit peu d'oxydation. Ici, ça va être plus blanc. Ça peut faire un petit peu de couleur blanchâtre avec le plomb. Puis l'oxydation au niveau du cuivre, ça va être plus de couleur vert. Vous avez vu le fameux vert de gris. Donc, les deux matériaux là, ont vraiment des couleurs bien distinctes. Et c'est ce qui nous permet un peu de dépister là, les branchements en plomb. Peut-être juste rajouter en termes de propriété par rapport au plomb. Quand si vous allez chercher avec le code QR le fameux test d'autodépistage, d'auto-inspection, vous allez vous rendre compte en suivant là, le gabarit qu'il y a certains indicatifs spécifiques qui sont propres au plomb, entre autres le fait que, vu que c'est un matériel qui est ductile, qui est facile à travailler, à y donner une forme, puis ben, il est facilement rayable aussi. Fait que si vous prenez une pièce de monnaie puis que vous la frottez sur sa bordure, vous allez facilement laisser un trait. Puis il y a une autre des particularités aussi du plomb, c'est qu'il n'est pas magnétique. Donc, si vous prenez un aimant, il ne collera pas dessus. Donc, il y a différents petits tests comme ça là, qu'on vous fournit là, dans le test d'auto-inspection là, qui vont vous permettre justement là, de valider un petit peu plus la nature des matériaux là, auxquels vous êtes confrontés. Mais c'est sûr qu'en partant, si vous voyez une grosse bague de compression comme ce que vous avez vu sur la partie que ma collègue vous a montrée, puis qu'en plus, vous voyez là, que ça fait une belle courbe entre le solage puis la valve d'arrêt, il y a des chances que ce soit en effet un matériel de plomb. Vous allez voir aussi, là, ça, c'est vraiment, il y a t'as appelé ça une bague de Une bague de compression, mais maintenant, tout récemment, ils ne font plus ce type de technique-là. Là. Il existe vraiment un raccord plomb-cuivre que maintenant les plombiers utilisent. C'est vraiment quand même une bonne grosse vis. Ça aussi, c'est suspect un peu. Là. Fait que là, on voit le cuivre arriver en dessous de la valve, puis là, on voit là, une bonne grosse vis maintenant là, qui est mise, puis là, on voit là, le plomb repartir. Je sais. Ben, d'ailleurs, sur la photo, c'est un bon exemple. Vous le voyez, donc le plomb est en dessous. Puis là, vous voyez l'espèce de grosse pièce, là, plus de vis. Donc là, vous avez les deux types un peu là, de. Puis peut-être juste avant de céder le pas à la période de questions, on nous a adressé aussi des craintes par rapport au fait que si on faisait ce programme-là, c'est que c'était largement répandu, qu'il y ait des branchements de services en plomb, que la population était vulnérable, était exposée, et ainsi de suite. Mais à la lumière des statistiques qu'on vous a présentées tout à l'heure, c'est environ 3,5 à 4 des branchements de services qui sont en plomb.
C'est quand même pas négligeable, mais ça ne veut pas dire nécessairement que parce que votre résidence a été construite en 1940, qu'elle est munie nécessairement d'un branchement de service en plomb. Mais étant donné qu'un branchement de service, c'est très rare qu'on remplace ça pour une maison. En tout cas, moi, de mémoire, là, ce que j'ai vu, c'est que la plupart des gens, c'est t'achètes ça avec ta maison, puis tu as l'impression que ça va perdurer. Donc, une fois qu'il est là, il est là longtemps. Donc, s'il y a des transactions ou autres qui se font pour la vente domiciliaire, ben c'est quelque chose qu'on se passe d'une famille à l'autre. Donc, c'est pour ça que c'est important en matière de santé publique, quand on est au courant, de pouvoir éliminer ces éléments-là, parce que le plomb, même s'il n'est pas en très grosse concentration, puis qu'il ne va pas générer une intoxication comme telle au niveau de la santé, c'est qu'il va avoir des effets délétères sur le développement du cerveau des jeunes enfants. Et c'est là que ça devient problématique parce que ça vient engendrer des problèmes au niveau déficience, au niveau, il y a des craintes par rapport à tout ce qui est des troubles du spectre de l'autisme, il y a des troubles en termes de TDAH, il y a d'autres symptômes qui pourraient être associés à ça. Et pour une jeune famille, quand on sait on est exposé à ça, mais juste a posteriori, ça devient un enjeu qui est inquiétant. Donc, on essaie vraiment de faire au maximum pour essayer de limiter tout ce qui est une exposition qui est indue par rapport à ça. Parfait. Merci beaucoup. Je pense on peut passer à la période de questions-réponses. Merci. Et avant de vous céder la parole, en fait, on va essayer d'alterner, je vous annonce qu'on va essayer d'alterner les questions en salle et les questions à distance. Je vais commencer par donner les indications pour les gens en salle et pour les participants, mais aussi pour nous. Il faut effectivement essayer de parler tout le temps au micro, comme ça on va garantir la qualité du son pour la séance. Pour les gens qui sont à distance, ils vont pouvoir aussi profiter des échanges. Alors, ça va être pour le bénéfice de tout le monde de pouvoir parler au micro. Et, alors, on va commencer, comme je vous dis, on va commencer par peut-être une ou deux questions dans la salle. Je vais vous demander de vous approcher au micro, de dire votre nom et aussi mentionner le nom de votre rue, là, peut-être votre propriété. Et c'est afin d'identifier là, effectivement, c'est qui participe. Et, je vous demande d'être concis pour les questions, les commentaires, 2, 3 minutes. Au besoin, on pourrait faire un deuxième tour de parole si jamais il y a des questions qui n'ont pas été répondues. Et comme je vous dis, étant donné qu'on a des gens aussi à distance, on va peut-être tous bénéficier des questions, des commentaires de tout le monde. Et voilà. Alors, Marie, si tu es prête, je te céderai la parole pour les consignes à distance. Oui, parfait. Merci, Ernesto. Donc, on est maintenant rendu à 97 personnes. Il y avait plus d'une centaine de personnes qui s'étaient jointes. Et là, il y a peut-être des gens qui ont quitté une fois qu'ils avaient eu l'information. Donc, pour les gens à distance, vous pouvez commencer à taper votre question via l'outil Q&R. S'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité d'écrire sur un clavier, vous pouvez utiliser le bouton lever la main. Je vois qu'il y a déjà 2 personnes là, qui ont levé la main. Et puis, on a aussi des participants par téléphone. Donc, à ce moment-là, vous pouvez faire étoile 9 pour lever la main et ensuite étoile 6 pour ouvrir votre micro. On vous donnera les consignes au besoin. Donc, j'ai déjà quelques questions qui sont rentrées par écrit et puis 2 personnes qui ont levé la main. Donc, oui, Parfait. Merci, Marie. Si tu me permets, je vais céder la parole à monsieur qui est ici dans la salle pour la parfait. première intervention. Et par la suite, si tu es d'accord, on peut passer aux questions en ligne. Oui, Merci. Est-ce qu'il est fonctionnel? Oui. Bon, mon nom, c'est Jocelyn Gasse. Je demeure au 2330 4e Avenue. Il y a environ 13-14 ans, on a mis la maison sur des pieux. Donc, le salage a été tout refait et l'entrée d'eau a été refaite. Donc, à ce moment-là, je voulais savoir si, il y a 12-13 ans, les plombiers étaient au courant des nouvelles normes de ne plus mettre de plomb dans les installations d'entrée d'eau. Ce que je vous dirais, c'est qu'en temps normal, oui. Bon, Puis, ce qu'on a beaucoup travaillé dans les 2 dernières années, c'est essayer de raffiner notre recherche en termes d'informations
qu'on possède nous-mêmes à la ville. Donc, normalement, j'imagine que lorsque vous avez fait mettre votre résidence sur des pieux, refait faire le branchement de service, il y a dû avoir une demande de permis qui C'est est ça. adressée. Donc, nous, il y a toute une recherche au niveau des archives qui est en cours pour les secteurs, justement, qui sont visés par la campagne de 2024 pour essayer de, justement, nous enlever l'information dont on dispose déjà, puis nous permettre de nous concentrer sur les points où on n'a pas l'information. Donc, je vous dirais, à brûle pour point comme ça, je n'ai pas d'informations précises par rapport à votre bâtiment à vous, sauf qu'il va y avoir eu une vérification qui va avoir été faite. Et si, supposons que ça s'avère qu'on n'avait pas l'information entre les mains, de ne pas vous gêner pour nous transmettre l'information. Puis nous, ben, ça va nous aiguiller pour le type de stratégie qu'on va utiliser si on doit quand même réaliser un dépistage ou non. Donc, j'attends d'avoir des nouvelles. Oui, Je vais regarder en premier lieu si ma propriété est sur le site. sur le site, oui. Puis si c'est le cas, j'attends des nouvelles de vous. Puis là, je vous le dis à ce moment-là Exactement. que l'entrée d'eau a été changée jusqu'à la rue. Exactement. Bon. Puis, oui, Ben, peut-être juste mentionner, ça se peut si votre section privée elle a été changée et on a l'information, tant mieux, mais ça se peut aussi qu'on n'avait pas l'information sur la partie publique, malheureusement. Mhm. Avec les fusions et tout ça, on a perdu certaines informations, fait que ça se peut qu'on a quand même faire un prélèvement à votre propriété ou du moins une inspection visuelle à l'intérieur. Dépendamment c'est quel type de propriété, si c'est un 4 logements, comme je parlais, ça serait une autre technique, mais ça se peut quand même si vous allez apporter toute l'information que vous avez, si on n'a pas les deux sections, on va devoir quand même effectuer un certain dépistage. OK, parce qu'il va rester le public. Exact, C'est c'est ça. ça. Des fois, on a l'information, des fois, on ne l'a pas. Malheureusement, on n'a pas toute l'information à ce jour. a priori, pour vous, ça peut juste être bénéfique parce qu'une fois qu'on va avoir passé pour faire l'échantillonnage, ben, ça va vous assurer, dans le fond, qu'il y a vraiment Tout plus de est- problématiques sur votre branchement. Bon, OK. Ben, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Merci à vous, monsieur. Et vu qu'on a déjà quelques questions en ligne, Marie, je te céderai la parole pour lire, voilà, pour voir quelles sont les inquiétudes de ton côté. Oui, parfait. Donc, on a plusieurs questions donc je vais les lire en boucle parce qu'elles se ressemblent. Donc, on a Mme Trahan, pardon, qui nous dit notre triplex dans Limoilou a été sélectionné. Cependant, étant propriétaire, nous ne sommes pas les locataires à qui va être envoyé les avis pour le prélèvement et les résultats. Normalement, pour ce qui est des avis pour notre passage, ça va être les occupants qui vont être informés parce que ça va être eux qui vont avoir, dans le fond, je dirais, on va dire le bénéfice de nous ouvrir leurs portes si on va faire de l'échantillonnage, donc qui vont nous permettre de pouvoir justement avoir accès au lieu. Mais nous, l'importance par rapport à la transmission du diagnostic, ça va être vraiment au propriétaire que l'information va être rapportée. Puis le propriétaire, lui, va avoir la responsabilité de transmettre l'information à ses locataires. Si je peux rajouter une information, si la personne qui a posé la question, là, les propriétaires, là, peut-être qui sont présents, n'hésitez pas à appeler au 3-1, puis peut-être en donner les disponibilités. Mhm. Vous avez le loisir là, présentement de prendre vraiment un rendez-vous immédiatement pour cet été, si vous voulez, pour prendre de l'avance par rapport au dépistage, si vous savez que votre immeuble est sur la liste là, Mhm. du dépistage. Là. En effet, ça serait un bon réflexe même pour les propriétaires non occupants Ouais. qui sont au courant que leur propriété va être dépistée, mais s'ils veulent avoir justement, je dirais, le contrôle du moment et tout ça et des conditions dans lesquelles le dépistage va pouvoir se faire, mais de ne pas hésiter à contacter le 3-1 pour prendre un rendez-vous. Parfait, merci. Marie? Oui, alors ensuite, on a plusieurs questions qui concernent donc des changements d'entrée d'eau qui ont été faits dans le passé. Donc, M. Pépin qui nous dit, j'ai fait changer mon entrée d'eau et la sortie des égouts en 99 et j'ai demandé un permis à la ville. Est-ce que la ville va quand même faire une vérification? Donc, il nous donne son adresse. On a la même question aussi de Madame Grenon. Mon duplex a été sélectionné. Mon entrée d'eau a été refaite en 2018. J'aimerais savoir si vous allez quand même analyser l'eau. Et puis, on avait aussi une autre question semblable, donc de Madame Lefebvre. Si l'aqueduc a été changé par la ville sur notre rue il y a 10 ans environ, probablement que les tuyaux de la ville ont été faits correctement. Donc, comment vous faites en fait pour savoir si on retourne faire le dépistage, etc.?
A priori, les critères qu'on utilise pour réaliser un diagnostic, un peu comme ce que ma collègue disait tout à l'heure, c'est basé sur comme 3 facteurs. Il y a qu'est-ce qu'on connaît du branchement public, qu'est-ce qu'on connaît du branchement privé, puis qu'est-ce qu'on connaît de l'entrée d'eau à l'intérieur du bâtiment. Quand on connaît les informations pour les 3 parties, puis qu'on sait qu'il n'y a pas de plomb pour chacune de ces 3-là, bien pour nous, ce que ça signifie, c'est que le branchement est conforme. Dans le cas où il y a eu des remplacements qui ont été réalisés par des propriétaires pour leur partie sanitaire et leur branchement à leur résidence, si ça l'a fait, si ça a concerné uniquement la partie privée, mais qu'on n'a pas d'informations par rapport à ce qui a été fait sur la partie publique, nécessairement, nous, on va aller refaire la vérification pour s'assurer qu'en bon, je dirais, propriétaire diligent, parce que la partie publique est vraiment la responsabilité de la ville, mais que si la partie est en plomb, mais qu'on fasse nos devoirs à nous aussi, puis qu'on procède au remplacement. Et si il advient que vous avez fait faire le remplacement de part et d'autre, ça veut dire de l'entrée d'eau jusqu'à à la rue, puis qu'il nous manque seulement la question de l'inspection visuelle de l'entrée d'eau comme telle, mais là, à ce moment-là, ce qu'on va se limiter à faire, c'est aller faire une vérification à votre entrée d'eau pour voir que le matériel est bel et bien conforme et ça va nous permettre de pouvoir statuer de la conformité. Mais d'un autre côté, de retourner faire un échantillonnage, même si vous savez que votre branchement de service a été remplacé ou autre, ben en soi, moi, un peu comme ce que je disais à monsieur tout à l'heure, c'est juste une bonne chose parce que ça vous permet de revenir confirmer que ce qui vous raccorde au branchement d'aqueduc est conforme, puis que vous n'avez pas de souci à vous faire par rapport à la qualité de votre eau potable. Merci. Merci beaucoup pour les réponses. Et j'aimerais bien valider ici dans la salle s'il y a d'autres questions. Oh, Oui, quand même nous avons quelques-unes. 3 questions de cette côté, Marie. Si tu me permets, je vais Oui. peut-être commencer. Je vais prendre 2, puis après, je reviens pour de ton côté. Alors, ce monsieur, puis après, monsieur Naret, puis je termine avec vous. On passe après. OK, puis après, on revient. Allez-y, monsieur. Bonjour, Jean-Yves Morin de la rue 1304 Champfleury. J'avais une question concernant mon entrée d'eau à l'intérieur, c'est-à-dire la valve. Mhm. Si on est capable de déterminer que c'est du cuivre qu'il y a sous mon entrée d'eau, c'est-à-dire sous la valve, du cuivre en haut, du cuivre en bas, est-ce que ça justifie justement d'aller ouvrir entre la maison et les services de la rue? Malheureusement, je vais vous répondre que oui, parce qu'on a vu beaucoup de cas de branchements marbrés, dans le sens où ce que des fois, avec le gel, il peut y avoir des bris qui font en sorte qu'il peut y avoir eu des réparations de fortune, mais pour des petits tronçons, puis que ce n'est pas l'ensemble d'un branchement qui a été remplacé. Donc, on a déjà rencontré à quelques reprises sur le terrain des branchements où on avait une portion de cuivre, une portion de plomb, une portion de cuivre, une portion de plomb, puis que si on avait juste basé notre inspection sur l'évaluation du matériel à l'entrée d'eau, on aurait passé à côté d'un gros tronçon de plomb sur le branchement privé. Donc, pour ces raisons-là, c'est pour ça qu'on a vraiment développé notre méthode en 3 secteurs, donc la portion privée, la portion publique et la valve d'arrêt, pour avoir la meilleure vision d'ensemble du branchement d'eau potable. Puis, comme chez nous, par exemple, le tuyau qui part de la rue puis qui vient à la maison passe sous le trottoir. Mhm. Donc, vous allez être obligé de casser le ciment. C'est Ouais. possible. À ce moment-là, s'il n'y a pas de tuyau à remplacer, parce que le tuyau il est en cuivre, Mhm. puis vous avez cassé le ciment, qui paye C'est pour... la Ville de Québec, parce que là, on est dans l'emprise municipale, puis que c'est la Ville de Québec sur sa partie publique qui a fait les travaux pour la vérification. Donc, c'est elle qui va remettre en état les services. Merci. Merci pour vos questions, monsieur. Alors, je vais avec vous, monsieur en arrière, oui. Puis par la suite, ça va être monsieur. C'est madame, Allez-y. je pense. Ah, madame, excusez. Désolé, je ne voyais pas. Oui, c'est ça. Merci, Plamondon. Sur l'avenue Monette, moi, je me demande, j'ai peut-être manqué une information, là, marquée, là, des fois, tu sais, TDAH, non, c'est pas vrai. Comment ils font pour savoir quand que, bon, moi, j'ai une maison unifamiliale, là, comment ils font pour savoir que c'est mon côté qui a du plomb ou c'est votre côté en analysant juste de l'eau? OK. Bien, le protocole d'échantillonnage qu'on fait, qui est très particulier, c'est un protocole qu'on dit d'échantillonnage séquentiel. Donc, nous, on fait la purge de 5 minutes.
on va laisser stagner l'eau pendant 30 minutes. Donc, tout ce qu'il y a dans le branchement de service pendant 30 minutes va être en contact avec l'eau qui est contenue dans le tuyau. Puis, avec les nombreuses bouteilles qu'on vous a montrées sur la photo tout à l'heure, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure d'aller collecter le premier litre au complet de l'eau qui est contenue. Donc, le premier 250 millilitres, ça correspond à environ 1,5 mètre de conduite. Donc, un autre 1,5 mètre, puis après, la bouteille de 500 ml, on a un 3 mètres. Donc, mettons les 6 premiers mètres, on est capable de les associer à une bouteille. Puis par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'on a mesuré le débit, la vitesse d'écoulement de l'eau de votre robinet. Puis là, on est capable, à partir de la distance d'1 litre, d'établir à quelle distance on va prendre les échantillons pour aller chercher à peu près la portion du public, puis à peu près la portion du privé. Puis pour se fier à ça, pour pouvoir avoir ces indications-là, nous, ce qu'on a, c'est la carte interactive qui nous permet de voir c'est quoi la longueur du branchement entre votre maison puis la conduite d'aqueduc. Puis on fait aussi la mesure, mais ça, il y a toujours une certaine imprécision, de la plomberie domestique qui circule à l'intérieur de votre bâtiment. Fait que c'est en ayant l'ensemble de ces informations-là qu'on arrive à faire l'estimation du temps d'écoulement qu'on a besoin pour aller chercher l'échantillon qui est dans la portion publique, puis l'échantillon qui est dans la portion privée. La première portion, c'est privé. Privé, oui. Là, j'avoue, je vous l'ai présenté comme un peu à l'envers, mais J'ai compris. c'est parfait. Vous n'êtes pas si TDAH que ça, Non, non, finalement. c'est une blague. Peux-tu poser une deuxième question? Oui, allez-y, allez-y. Quand, admettons qu'on a du plomb, Mhm. ils vont venir l'année prochaine. Oui. Est-ce qu'on va savoir la date pour qu'on puisse peut-être, si jamais on en a de notre côté en même temps, ben, faire tout en même temps? L'idéal pour nous, ça va être de faire la planification. Donc, normalement, à l'hiver, quand on sait qu'on a un branchement public en plomb, on va prendre contact avec les citoyens pour faire les vérifications, entre autres pour est-ce qu'il y a un arbre, est-ce qu'il y a des services, puis de pouvoir justement planifier les travaux. Puis généralement, ce qu'on fait, puis là, je sais pas vous dire, c'est que quand on a l'indication qu'au public, c'est en plomb et que potentiellement au privé, c'est en plomb, on aime bien faire les travaux sur le public en premier pour pouvoir aller se raccorder sur votre branchement puis valider l'information au lieu de vous faire des travaux Mm. pour rien. Oui, puis tu peux compléter. Là. On aimerait les faire ensemble, puis on a essayé au courant des dernières années. Puis malheureusement, l'équipe est supposée d'aller une semaine, mais il y a un bris d'aqueduc qui s'est retardé de 2 jours. Là, vous avez votre entrepreneur. Fait que l'objectif, c'était vraiment de faire ça, mais pratiquement, c'est très, très difficile. Fait que tu sais, maintenant, au lieu d'avoir des jeux de une journée, on le fait plus. Puis c'est comme Christine l'a dit, on fait le public. Puis tu sais, au pire, vous dites, ah ben on va le faire la semaine prochaine, ben on attend avant de faire peut-être de remettre ça tout en état, puis on va attendre que vous ayez fini. Fait que ça, on peut s'arranger pour ça, mais pour le reste, c'est beaucoup compliqué. On sait que quand, supposons que vous avez des engagements avec un entrepreneur, ben s'il y a un délai, ben pour vous, ça peut occasionner des Mais c'est pour les gens à distance. Mais pour répondre, dans le fond, au dernier cas de figure, c'est que dans la cité Limoilou, vous voyez que la distance entre la rue puis les édifices, généralement, elle est très faible. Nous, généralement, ce qu'on considère, c'est que quand une résidence est à moins de 1,5 mètre de l'emprise municipale, on appelle ça un branchement d'eau potable d'emprise zéro. Donc, à ce moment-là, si
il s'avère qu'il y a du plomb, soit de la partie publique ou privée, mais là, rendu là, c'est très petit, là, la différence entre les deux secteurs, c'est la ville qui va procéder aux travaux et qui va coordonner le remplacement autant sur la partie publique que sur la partie privée. Donc ça, à ce moment-là, si vous faites affaire à ça, on va vous le signifier parce que pour nous, si on a des remplacements à faire, on va devoir aller chercher votre consentement pour pouvoir procéder. Merci, merci beaucoup, madame. Et voilà, bon, on était encore, Marie, disons que dans des compléments par rapport à la dernière question de madame. Et avant de vous céder la parole, monsieur, à vous, puis à vous ici en avant, je vais aller plutôt du côté de nos participants en ligne. Alors, ben, je sais qu'il y a quelques questions de ton côté. Oui, parfait. Donc, on avait 2 personnes qui avaient levé la main. Donc, je vais donner l'autorisation de parler à monsieur Michel Paré. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro, monsieur Paré, et ensuite, ce sera monsieur Angulo. Alors, allez-y, on vous écoute. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bon, excusez. La question que j'avais écrite tout à l'heure, là, dans la question-réponse, c'est à savoir si les échantillons, vous les prenez seulement au rez-de-chaussée dans un triplex, ou bien vous les prenez à chaque étage. Mais avec les discussions que vous avez eues, ben, j'ai compris que c'était au rez-de-chaussée seulement. Non, la technique d'échantillonnage, en fait, surtout dans les cas où c'est des multilogements, effectivement, on va aller au logement qui va être le plus près de l'entrée d'eau. Donc, effectivement, ça peut être soit au sous-sol, s'il y a un robinet qui est à proximité de la valve d'entrée d'eau, ça peut être fait là, ou justement, c'est ça, vraiment, on va dire un point de service d'eau le plus près de l'entrée d'eau. C'est la stratégie qu'on prend présentement pour minimiser les distances au plus possible, là, pour être le plus précis possible aussi pour l'échantillonnage. OK. Fait que ça risque d'être dans le sous-sol. Je parle de chez moi. Oui, c'est ça. Si vous avez effectivement un point d'eau, d'eau potable qu'on peut faire le prélèvement, c'est exactement ça qu'on va faire. OK. Puis vous disiez tantôt que si on appelle le 311, on peut déjà planifier la visite? Oui. Oui. OK. Ben, j'en prends bonne note. Merci, super. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Parfait, merci. Donc, maintenant, j'inviterai monsieur Angulo à ouvrir son micro. Monsieur Carlos Angulo. Est-ce que vous êtes là, monsieur Angulo? Sinon, on va passer à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à distance, Marie, de ton côté? Alors, ben, j'ai plusieurs questions par écrit. Donc, sinon, je vais passer aux questions par écrit tout simplement. Donc, on avait M. Boucher qui nous demandait, donc, merci beaucoup pour la présentation. À quel moment pensez-vous faire les prélèvements sur Louis XIV, car j'ai une grande famille de jeunes enfants? Malheureusement, on n'est pas encore dans cette précision-là. Ça dépend aussi des équipes. On travaille avec des commis qui travaillent 6 mois, puis des étudiants, et les étudiants arrivent un peu plus tard dans l'été. Fait que notre force de frappe est plus au mois de début mi-juin là, qu'on a plus. Donc, malheureusement, en ce moment, on ne peut pas. Par contre, comme on l'a spécifié durant la rencontre, si vous voulez un moment précis, bien, vous pouvez, comme on a mentionné, appeler au 311 pour avoir peut-être un moment qui vous convient mieux. Et si on va déposer l'avis et vous n'êtes pas disponible ou vous voulez préciser le moment, on peut passer là, au moment qui vous convient mieux sans problème. Merci. Oui, allô? D'autres questions, Marie, de ton côté? Oui, alors on entend maintenant M. Angulo. Oui, on vous écoute. Allez-y. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, j'ai une question. Je me demande à quel moment la ville s'est aperçue de la présence du plomb ou des tuyauteries de plomb dans les bâtisses. Et pourquoi avoir attendu assez longtemps pour faire une démarche que maintenant tout le monde est un peu sur le qui-vive pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire et pourquoi vite de même. Dans ma rue, ils ont changé l'entrée d'eau à 2 reprises, je crois bien, depuis quand je suis là. Et puis, je me demande pourquoi ils ne sont pas aperçus à ce moment-là qu'il y avait un raccordement en plomb. Je C'est vous ça ma dirais, question. Monsieur Angulo, il y a eu beaucoup de modifications au niveau, je dirais, réglementaire. On voyait là, qu'en 1984, là, la norme pour le plomb était de l'ordre de 50 microgrammes par litre.
après Oui. 5 minutes d'écoulement. 50 microgrammes par litre, ça prend beaucoup de plomb avant d'en arriver à dire qu'il y a une non-conformité. Puis les gens n'étaient pas nécessairement aussi sensibles aux répercussions. Il y avait pas beaucoup d'études sur les répercussions que ça avait sur le développement, justement, Comprends. cognitif des jeunes enfants. Donc, avec l'évolution de la technologie qu'on utilise maintenant, qui nous permet d'avoir des résultats d'analyse qui sont très, 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 très sensibles, ben, ils ont été capables aussi de faire plus d'analyses épidémiologiques pour mieux comprendre l'impact de ces faibles concentrations de plomb-là sur le développement des enfants. On a eu aussi depuis 2002 la norme qui était à 10 microgrammes par litre après toujours 5 minutes d'écoulement. Encore là, c'était une dose qui était quand même encore très, très importante. Puis là, avec l'abaissement, puis avec toutes les connaissances qui sont sorties en 2019 avec l'abaissement de la recommandation canadienne en termes de santé publique, ben, c'est là où il y a eu, je vous dirais, une prise de conscience par rapport à la situation parce qu'on se rendait compte, dans le fond, que notre méthode pour aller évaluer l'exposition du plomb était peut-être pas nécessairement représentative des conditions de consommation des gens dans leur propre résidence. Donc, 1 et 1 font 2. Suite à ça, une fois que cette prise de conscience-là est faite, bien, c'est sûr et certain qu'en tant qu'organisation municipale, bien, on se doit d'agir de façon responsable. Et c'est dans ce sens-là aussi que le ministère de l'Environnement nous demande de faire des plans d'action pour procéder au plus possible à l'élimination du plomb dans l'eau potable. Je ne sais pas si ça répond à votre interrogation. Absolument. Je crois que c'est un très bon plan d'action de la part de la ville. Et sauf que, comme on dit, malheureusement, nous, on est un peu sur le qui, qu'est-ce qui se passe, mais tant mieux, c'est un bon plan d'action pour tout le monde. C'est pour le bénéfice de la population, je suis bien d'accord avec ça. Merci beaucoup. Exactement. Merci à vous. Alors, Marie, si tu me permets, je vais passer avec 2 participations ici en salle et par la suite, je pourrai venir avec vous. Monsieur. Bonsoir. Mon nom est Dominique Prince. Je suis sur l'avenue Gustave Baudet. Question un peu naïve parce que je ne connais pas rien là-dedans. Je comprends que vous analysez l'eau à partir de la prise d'eau, sauf que personnellement, je ne sais pas à quoi les raccords ont été faits dans la maison. Autrement dit, est-ce que ma tuyauterie elle-même avec les embranchements, les soudures, est-ce qu'il y a une contamination à partir de là? Il pourrait y en avoir une, en effet, dans le sens où si vous avez une résidence qui a été construite dans les années 40, 50, dans ce temps-là, c'était pratique courante d'utiliser un alliage de plomb éteint à 50-50 pour faire les soudures au niveau de les plomberies domestiques. Puis souvent, les plombiers, je dis souvent, là, je ne veux pas, je veux pas nécessairement spéculer sur les pratiques passées, mais les gens, quand ils faisaient les soudures, ils allaient plus fort que plus faible. Donc, il y avait de la bavure, ça pouvait même venir se déposer à l'intérieur des tuyaux. Puis, ce qui était important à ce moment-là, c'était que ça ne coule pas. Donc, une fois que le plomb éteint a pénétré à l'intérieur de la canalisation, mais une fois que l'eau circule, mais il s'en vient toujours comme lessiver un peu ces composantes de soudure-là. Puis, ça peut faire justement en sorte qu'il y a du plomb qui se solubilise puis qui vient en contact avec l'eau que vous buvez à la sortie de votre robinet. Autre élément aussi qu'on voit, c'est que il y a eu, dans le fond, en 1976 plus précisément, il y a les pratiques pour l'utilisation des matériaux pour la construction des conduites d'aqueduc qui ont été abrogées, dans le sens où le plomb, avant 1976, était permis dans les matériaux de construction des conduites. À partir de 1976, c'était un matériau qui était devenu proscrit. Mais il y a toujours un petit jeu dans les codes de plomberie au niveau de l'utilisation des pratiques. Donc, juste pour ça que nous, on a comme dit, jusqu'en 1980, on est peut-être encore susceptible de voir des drôles d'affaires. Il y a les matériaux pour les conduites d'aqueduc, mais ensuite, il y a les matériaux pour les soudures, puis pour les étains, parce qu'il y a des composantes en laiton qui sont fortement contaminées en plomb dans les années 80 qui ont été utilisées. Mais avant que les institutions prennent conscience justement de cette contamination-là, ça leur a pris quand même quelques années avant de faire une nouvelle réglementation. Donc, avant 1992-1994, c'était encore courant d'avoir des soudures
en plomb éteint 50-50 et des matériaux en laiton, les raccords qu'on utilise pour les robinetteries, qui étaient fortement contaminés en plomb. Après ces années-là, ben, normalement, on est censé avoir des composantes ou des accessoires de robinetterie qui devraient être lead-free, qui devraient être exemptes d'une contamination industrielle. Mais c'est sûr que naturellement, il y a toujours un petit peu de plomb dans les métaux. Ça fait partie de ce qu'on trouve dans la croûte terrestre. Sauf que ce qu'on se rend compte, c'est que nous, on a le contrôle par rapport à notre marché. On n'a pas nécessairement le contrôle sur le marché qui vient de l'international, dont certaines filières chinoises, sans vouloir trop la nommer. Moi, je n'ai pas de preuves, là, dans le sens où on suspecte que ce n'est pas tout à fait les mêmes critères en termes de normes. Bien, vu qu'il y a des échanges commerciaux, on peut se retrouver à avoir de ces matériaux-là qui sont vendus, qui sont utilisés pour nos propres besoins, alors qu'on pense que nous, on est protégés. Donc, il y a quand même plusieurs enjeux qui font en sorte que oui, au niveau de votre plomberie domestique, vous pourriez faire face à une contamination en plomb, probablement pas très majeure, parce qu'il y a quand même eu des efforts par les années pour diminuer ces concentrations-là, mais qui pourraient être associés à des raccords, à des soudures qui sont âgées, par rapport à un robinet qui vient de l'Asie. Donc, il y a plein de petits facteurs comme ça là, qui pourraient venir entacher la qualité de votre eau. Excusez, si je peux me permettre une complémentaire. C'est dans le cadre des échantillons que vous allez prendre, est-ce que ça va avoir un impact? Quand on va aller faire les échantillons, si vous êtes dans une résidence qui est unifamiliale, les échantillonnages séquentiels qu'ils vont faire, on va être en mesure de pouvoir faire une photo de votre plomberie domestique, mais de le dissocier de votre branchement de service. Nous, notre objectif, c'est de vraiment conformer les branchements de service. Mais si on voit qu'il y a du plomb dans votre plomberie domestique, on va vous en informer. Et là, au moins, vous aurez les informations pour dire, ben, est-ce qu'il y a matière à remplacer mon robinet ou à investiguer un petit peu plus loin pour essayer d'améliorer la situation? OK, mais ça ne vous empêcherait pas de connaître, de savoir si mon embranchement, lui, est Non, c'est ça. OK, C'est parfait. pour s'empêcher. Merci, monsieur. Puis si je peux rajouter une petite information à ce que Christine disait, sachez que c'est seulement depuis 2015 dans le code de plomberie canadien que les alliages métalliques ne doivent pas contenir plus que 0,5 de plomb. Donc, c'est vrai, là, c'est vraiment récent. Aussi, là, que dans les accessoires de plomberie, au niveau du code de plomberie, ils ont abaissé ce pourcentage-là au niveau des alliages. Fait que 2015, c'est quand même récent. Puis peut-être juste aussi pour compléter, sachez que même pour des plombiers aguerris, des fois, ça peut être compliqué d'aller, mettons, dans les canaques de ce monde, puis d'aller chercher des accessoires de robinetterie qui sont certifiés NSA pour l'alimentation en eau potable. Parce que des fois, il y a des robinets qui sont vendus pour les systèmes de chauffage, d'autres pour les systèmes d'eau potable, puis sont à toute fin pratique identiques. Donc, dépendamment, c'est vraiment quelque chose pour lequel on essaye de développer une certaine vigilance par rapport à la population. Merci beaucoup. Je passe avec la deuxième question. C'est ça? C'est correct pour vous? Peut-être la première question? On va passer à... Oui, Juste la allez-y. première. Allez-y. Un apéritif. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, merci pour la présentation. Ça a été très instructif. Moi, je m'appelle Richard Wood, je suis dans le secteur nord de Charlebourg. Plusieurs questions. Vous avez parlé tout à l'heure d'une subvention de la ville de 2 500 $. Ça inclut quoi ou juste parce que l'eau, le tuyau passe en dessous de mon mur, en dessous de mon terrassement, en dessous de ma galerie et de tout ça. Fait qu'à 2 500, on va mettre de la pelouse, c'est à peu près tout. Bien, c'est sûr que le 2500, c'est pour la partie qui est sur votre propriété privée. Donc, les coûts qui sont associés à ce qui est sur l'emprise municipale, c'est la ville qui paye. Ça, il n'y a pas à se questionner par rapport à ça. Puis, je vous dirais que normalement, c'est tout ce qui est des frais qui sont encourus pour la remise en l'état. Donc, si pour votre partie privée, vous avez des travaux, soit un dallage ou une galerie ou autre, bien, ça fait partie des frais qui sont admissibles.
à condition de répondre, dans le fond, à la documentation là, qui rend votre dossier éligible, là, c'est d'avoir votre demande de permis et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment très bien documenté là, sur le site Internet de la Ville là, pour quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir avoir accès à la subvention. Ça m'amène à ma deuxième question. Vous parlez de la partie publique, la partie privée. Quand est-ce qu'on tombe entre les deux? C'est quoi? C'est le robinet? C'est l'aval? Le bonhomme à l'eau est un bon indicateur. Non, pas toujours. Pas toujours, mais Ça devrait être. Dans le fond, c'est Ouais. l'emprise là, Quand il sur le ressort. cadastre, si vous voulez, là, de votre propriété. Donc, c'est l'emprise qui est là. Et normalement, la valve d'arrêt d'eau devrait être à l'emprise Maintenant, c'est le à partir de maintenant. Mais avec tout le passé, malheureusement, des fois, est un peu décalé. On fait notre rue, là. OK. Probablement Fait qu'il que ça va. devrait être ça devrait être Ça conforme. devrait hein. être, c'est ça. Ben, il devrait être conforme, mais ce que je veux dire, c'est que même la valve Devrait être à la bonne devrait être place. à la bonne place aussi. Parfait. Merci. Si vous me permettez, je passe en ligne puis je reviens avec vous. C'est ça? Parfait. Merci. Et Marie, de ton côté, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a plusieurs questions. Donc, justement, il y avait des questions qui concernaient la partie publique et privée. Comment on sait si c'est où se situe la partie publique du branchement et où est la partie privée? Je pense qu'on vient d'y répondre. Donc, c'est parfait. Ensuite, on avait une question ou commentaire ou question de Madame Morneau qui nous demandait si la nouvelle façon d'effectuer l'échantillonnage, est-ce que c'est pour mieux représenter la consommation potentielle courante de plomb? C'est peut-être une question par rapport à la norme, là. Est-ce que le programme d'échantillonnage est en lien avec Non. la Ben, nouvelle norme? Puis, peut-être juste en complément parce que je crois comprendre qu'on parle de la technique d'échantillonnage après 5 minutes d'écoulement versus le 30 minutes de stagnation avant Ouais. oui, prélèvement. Là. oui, c'est Ben, possible parce ça, que Madame Morneau a clairement, ce changement-là qui a été, dans le fond, poussé par Santé Canada, c'est pour avoir une meilleure évaluation de l'exposition des consommateurs d'eau. Moi, en tout cas, personnellement, je ne connais pas beaucoup de personnes qui font couler l'eau 5 minutes avant de se remplir un verre d'eau pour la boire au robinet. Tandis que la plupart des gens vont peut-être la laisser couler un petit peu, remplir leur verre puis s'en servir. Donc, c'est vraiment dans une perspective d'avoir une meilleure compréhension de l'exposition. Puis en même temps, ben, c'est de permettre à l'eau, qui est un excellent solvant par la même occasion, d'avoir le temps d'interagir avec les conduites de la plomberie et du branchement. Donc, c'est ce qui vient nous donner, dans le fond, vraiment comme un élément traceur pour la présence avérée ou non de plomb dans les canalisations de la plomberie domestique ou encore du branchement de service. parfait. Donc, je pense que ça répond justement à la question de Mme Morneau qui se questionnait aussi sur la méthode de l'eau stagnante versus l'eau qu'on laisse couler. Parfait. Merci, Marie. Je pense qu'il y a un complément d'information. Oui, je voulais Oui. juste apporter le complément d'information dans l'échantillonnage, justement. On provoque aussi que pour aider que le plomb se libère, on a la technique d'échantillonnage, la stagnation fait un peu une limitation de lorsque vous vous levez le matin puis vous coulez votre premier verre d'eau, ben on essaie, là, dans le fond, comme Mme Beaulieu le disait. Mais sachez que si aussi vous avez des pratiques que le matin, ben, vous allez à la salle de bain, vous tirez la chasse d'eau ou vous prenez votre douche, ça fait office de purge aussi de votre... Ça aide quand même à appeler de l'eau fraîche vers votre résidence. Donc, ayez en tête que, ben, en fait, en général, là, le contenant de votre toilette contient sensiblement la quantité qui est contenue dans votre plomberie domestique. Donc, on parle là, d'environ 6 litres en général. Et c'est à peu près ce qu'on prend là, dans les 3 premières, pas dans les, c'est pas vrai, pas qu'on prend dans les 3 premières bouteilles, mais la purge, en fait, de 5 minutes qu'on se trouve à faire, c'est somme toute à peu près les mêmes quantités. Puis, peut-être juste pour un petit complément aussi, le fait que ça soit 30 minutes de stagnation, c'est un critère qui a été fixé un peu de façon arbitraire. Dans le sens où la nuit, c'est rare que les gens consomment de leur eau. Donc, on aurait pu dire, ben, on laisse stagner pendant une nuit, puis on vérifie le lendemain matin, voir ce qu'il y en est, pour avoir vraiment comme le maximum de vieillissement de l'eau à l'intérieur d'une canalisation. Sauf que vous comprenez que
pour aller faire de l'échantillonnage, de s'assurer que de façon logistique, on arrive à faire les choses sans trop vous déranger, puis sans faire par exprès aussi pour aller activer la chasse d'eau ou autre, puis venir recommencer une stagnation. Mais la période de 30 minutes, elle est une façon simple et relativement facile de standardiser la façon de faire, puis de se développer un regard aussi par rapport au comportement du plomb quand il est présent ou non au niveau là, des composantes d'une plomberie. Merci beaucoup. Et Marie, étant donné le nombre de participants en ligne, je te laisserai comme peut-être poser une dernière question avant de passer aux questions dans la salle. Oui, parfait. Ensuite, il y avait au moins 2 personnes qui avaient des questions sur la question des jeunes enfants. Donc, sur la base des effets sur la santé, surtout des jeunes familles. Donc, Madame Tramonto nous demande, est-ce que vous avez, donc, quels sont les critères qui vont prioriser les propriétés à bonifier? Et on avait aussi Madame Fradet qui nous dit, qui nous demande, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur les liens entre le plomb et les troubles pour les enfants, comme vous avez dit? Je voudrais me référer à un article pour pouvoir mieux m'informer. Pouvez-vous nous le partager? Donc, les études sur les enfants, puis aussi les critères pour prioriser là, les propriétés en lien avec les jeunes familles. Donc, nous, pour tout ce qui est de la documentation, je dirais, sur la santé publique. On n'est pas nécessairement les spécialistes en matière d'évaluation médicale. Donc, ce que je recommande fortement, c'est d'aller consulter les documents ou les hyperliens qui sont rendus disponibles au niveau du ministère de l'Environnement, mais plus particulièrement de Santé Canada. Sur le site Internet de la Ville de Québec, quand vous faites ville.québec.qc.ca/plomb, vous allez retrouver ces hyperliens-là qui vont être rendus disponibles. Puis vraiment, c'est eux qui sont les spécialistes et les experts en la matière et qui vont pouvoir vraiment vous donner le meilleur aiguillage par rapport à ces informations-là. Au niveau comme tel, la priorisation. Nous, c'est sûr et certain qu'on souhaite le plus possible prioriser les jeunes familles, les femmes enceintes et tout ça. Ce qu'on s'est rendu compte malheureusement sur le terrain, c'est que ça devient un petit peu difficile. Donc, c'est pour ça qu'on y va avec des secteurs, puis que dans l'analyse des secteurs qu'on a étudiés, c'est qu'on a essayé de prendre en considération justement le développement au niveau du nombre de ménages, du nombre de jeunes enfants. Mais ce qu'il faut faut rester conscient, c'est que le programme d'élimination du plomb ne se réalisera pas en dedans de 5 ans. Donc, ça va prendre un certain temps avant qu'on soit en mesure de passer au travers de l'ensemble des branchements de services et que la situation des jeunes familles évolue en fonction aussi du temps. Donc, un enfant naissant aujourd'hui, mais dans 10 ans, il va avoir 10 ans, ce ne sera pas le même taux d'exposition, ce ne sera pas la même problématique. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est de cibler vraiment davantage les secteurs où ce qu'on pense trouver le plus possible les branchements de services en plomb, puis d'aller dans les secteurs où ce qu'on sait que les populations sont peut-être moins favorisées pour pouvoir contrer les impacts de l'exposition. Donc, nous, on a essayé de coupler ces 2 facteurs-là, mais là, ce que je vous dirais, c'est que le plus gros des facteurs qu'on a là, présentement en ligne de mire, c'est le graphique qu'on vous a présenté tout à l'heure par rapport à la déclinaison du pourcentage de branchements de services en plomb trouvé en fonction des décennies. Puis là, on est venu appliquer ce filtre-là sur la carte de la Ville de Québec pour aller voir justement où sont nos secteurs, où est-ce qu'on retrouvera le plus possible de branchements de services en plomb. Juste pour les inquiétudes pour les jeunes enfants, femmes enceintes, mais les bonnes pratiques que Valérie Oui. a mentionnées, de faire couler l'eau, d'utiliser un pichet et tout ça, mais vous pouvez les utiliser. Fait que, il y a pas, si vous laissez couler l'eau et il n'y a pas de stagnation, il y a moins de Il y a plomb dans l'eau, beaucoup donc moins il y de a moins de danger. Fait que n'hésitez pas à utiliser ces bonnes pratiques-là en tout temps, jeune famille ou non, mais je pense que c'est quand même des bonnes pratiques pour tout. Puis dans la même perspective où on parlait tout à l'heure que votre résidence a été identifiée, vous avez une jeune famille, bien, si vous voulez essayer de faire en sorte de pouvoir, je dirais, avoir une certaine accélération par rapport à la campagne de cette année, bien, n'hésitez pas à contacter le 3-1 pour justement voir à l'établissement d'un rendez-vous. Et aussi,
il y a une fiche qu'on a faite d'information. Donc, si vous appelez au 311 puis que vous êtes inquiet au niveau de la santé concernant les branchements en plomb, on a fait une fiche d'information qui contient tous les hyperliens reliés à la santé là, que Mme Beaulieu parlait tout à l'heure. Si vous voulez vous économiser le temps de recherche, on a quand même fait une fiche d'information qui peut vous être transmise par les agents du 311 à ce sujet-là. Parfait. Merci beaucoup pour les informations. Alors, Marie, si tu me permets, je vais revenir à monsieur ici dans la salle et après, je peux revenir avec vous. De nouveau. Vous m'avez fait un peu peur tantôt, Mme Beaulieu, lorsque vous avez mentionné que les choses en laiton pouvaient contenir du plomb. Mhm. Je suis à peu près certain que mon entrée d'eau est en cuivre, mais à l'entrée, j'ai une grosse valve en laiton qui est là. Comment est-ce que je peux savoir si elle était en plomb, je pourrais la gratter avec un tournevis, faire une marque, mais là, le laiton. Non, malheureusement pas. Le laiton, en fait, pourquoi que c'est je dirais un alliage qui est si riche en plomb, mais qui a tendance à avoir plus de plomb dans les vieux alliages de laiton des années 80, c'est que les propriétés ductiles pour pouvoir travailler le laiton, c'est le plomb qui les confère. Donc, mais ça a l'air à du laiton normal. Fait que c'est seulement l'échantillonnage qui va pouvoir venir faire un éclairage sur la situation. OK. Puis, lorsqu'on a acheté la maison, on a rénové, on a à peu près tout changé, les tuyaux, sauf un lavabo en tant que tel. Mais comment est-ce que je peux savoir si ce lavabo-là, il n'est pas lui contaminé au plomb parce qu'il est là depuis la construction de la maison en 70? Là. Encore une fois, je vous dirais, là, si c'est la robinetterie, ça serait de faire un échantillonnage. Mais là, a priori, c'est sûr que nous, notre objectif en allant faire les campagnes de dépistage, c'est vraiment, comme je disais, de faire le focus sur le branchement de service en plomb. Fait qu'on n'ira pas nécessairement, nous, faire un échantillonnage à votre robinet. Arracher le lavabo, Mais, tout simplement, puis le ben, ça serait pas tant le lavabo plus que le robinet qui Le serait robinet, c'est ça. problématique, là. Mais sinon, il y a toujours la possibilité aussi de faire affaire avec un laboratoire privé qui pourrait faire une analyse pour vous là, dans ce cadre-là. Ça va être moins compliqué de le lancer. Peut-être, en effet, de choisir un nouveau modèle. Là. Si vous avez un doute, mais en général aussi, le faire couler l'eau, surtout si c'est un robinet que vous n'avez pas tendance à utiliser souvent, c'est encore plus important de faire couler votre eau là, un bon 30 secondes à 1 minute sur un site comme ça, parce que la contamination causée par votre accessoire de plomberie, ça va être momentané, ça va être dans la petite section du début en général. Là. Donc, c'est vraiment la consommation. Non, c'est ça, c'est l'ingestion qui est problématique. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, Marie, je pense qu'on peut passer de ton côté. Oui, alors j'ai encore 8 questions en ligne. Donc, Madame Odile Roy qui nous demande, dans le cas où des travaux seraient requis sur les 2 parties, publiques et privées, en dedans de 4 ans, existe-t-il une manière de combiner dans le temps les travaux des 2 parties, histoire d'économiser les ressources? Bien, dans la mesure du possible, un peu comme ce qu'on l'expliquait tout à l'heure, nous, ce qu'on va faire, c'est que l'année qui suit, dans le fond, le dépistage, si le branchement public est en plomb, on va procéder au remplacement. Ce qui peut être envisageable, c'est d'essayer de laisser la tranchée ouverte pour vous permettre, mettons, d'utiliser un entrepreneur qui pourrait venir continuer à faire les travaux. Mais on a vraiment eu beaucoup de problématiques dans le passé avec cette coordination-là. Donc, ce qu'on préfère, c'est utiliser l'opportunité de faire les travaux sur la partie publique pour venir confirmer si on se raccorde ou non sur du plomb dans votre partie pour en même temps vous aiguiller sur la conformité ou non là, de votre partie privée. Pardon. Merci. Parfait, merci. Ensuite, on a Madame Lefrançois qui nous demande si un calendrier sera communiqué ou est-ce que nous serons avisés en temps et lieu? Comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt, dans le fond, c'est un avis qui va être mis à la porte de la propriété. Donc, habituellement, c'est environ 1 semaine avant, on va aller dire la rue qu'on va faire dans la prochaine semaine. Fait que vous savez être par un avis que vous allez avoir l'information. Sinon, toujours appeler au 3-1, prendre le rendez-vous là, si vous voulez avoir le total contrôle du moment de notre venue.
Parfait. Donc, je pense que ça répond aussi à la question de Madame Gagnon là, qui demandait si on publiait à l'avance un calendrier. Donc, c'est plutôt donc un avis qui est envoyé. Mais si jamais, donc, parce qu'elle s'inquiétait de ne pas pouvoir être présente au moment choisi, donc communiquer avec le 3-1 au besoin pour fixer un rendez-vous. Tout à fait. Parfait. Donc ensuite, on avait une question de Madame Labrec. Ai-je bien compris les normes gouvernementales concernant le branchement public de la conduite dans la rue à la boîte de service de la ville et le branchement privé, donc de la boîte de service de la ville à la vanne intérieure de la résidence? La partie interne de la résidence n'est pas concernée par l'obligation d'éliminer les conduites de plomb. Est-ce que c'est le cas ou au contraire, elle est concernée? Le règlement municipal qui a été adopté en 2020 stipule vraiment que la partie qui est prohibée, c'est les branchements de services ou les branchements d'eau potable en plomb. Donc, c'est vraiment la partie qui raccorde le réseau d'aqueduc jusqu'à la résidence. Mais la partie de la plomberie domestique, ça veut dire à partir de la valve d'arrêt qui est généralement localisée dans le sous-sol et qui alimente chacun des robinets à l'intérieur de la résidence, ça, c'est pas couvert par le règlement municipal. Donc, nous, on fournit, lorsqu'on a l'information, à savoir si on a relevé ou non la présence de plomb, mais il n'y a pas d'obligation pour la plomberie domestique de procéder à des corrections. Puis juste sur l'image, si vous voyez dans le fond, c'est juste comme il y a comme un genre de petit X là, ici, là, qui est vraiment où la valve d'arrêt d'eau à l'intérieur. Donc, c'est toute la partie ici à là qui est vraiment le règlement. Donc, ce qui dépasse. On ne recommande pas, parce que ce n'est pas le devoir de la municipalité de faire des recommandations, mais on sait, on a une liste d'entrepreneurs, dans le fond, qui nous ont souligné qu'eux pouvaient être intéressés. Donc, sans vous indiquer un entrepreneur, On va le faire tout de suite. Il nous avait dit que non. Elle était correcte. Là, on a fait notre aménagement de 15 000 $. Mais là, s'il faut refaire l'entrée d'eau, c'est tout à nos frais, là. À part le 2 500 qui est prévu par la Ville. je vous dirais que là, dans le cas de figure où ce que vous êtes, vous, normalement, ce que je vous dirais, c'est que si l'ingénierie qui ont fait les travaux planifiés pour le remplacement dans votre rue de l'aqueduc vous ont laissé entendre qu'il n'y avait pas de problématique, à mon sens, à moi, il y a bien des chances qu'il n'y ait pas de problématique. Donc, si on va faire un dépistage à votre résidence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste démontrer qu'il n'y a pas de problème.
Est-ce qu'ils testaient le plomb en 2013? En Les anciennes 2013, normes. on faisait du dépistage, mais avec les anciennes normes. Donc, c'est sûr que le repère était pas le même, sauf que eux, normalement, quand ils faisaient les travaux, ils regardaient, parce que là, eux, ils ont vraiment ouvert, ils ont fait des tranchées, puis ils ont regardé Ils ont les. ouvert pas mal. C'est Ça a ça. pas mal Fait que ouvert, moi, vous dire, eux autres, normalement, il y avait vraiment le regard pour voir si c'était en plomb ou non. Donc, je ne peux pas m'engager outre mesure, mais à mon sens, à moi, avec les informations dont vous disposez, je pense que le risque est somme toute minime là, que vous ayez une problématique. Sauf le laiton, peut-être, là, en même temps. Mais une même encore pièce là, comme pour ça. une pièce comme ça, je dirais, c'est pas. C'est surtout que c'est à l'intérieur, là, c'est quand même pas très dispendieux à OK. changer. Parfait, merci beaucoup. De rien. Merci Puis, à vous. sachez ce que je peux rajouter, là, tu sais, pour la ville, s'ils vous ont dit ça, c'est que, comme on parlait tout à l'heure, ça demande un raccord spécifique quand on fait un branchement cuivre sur du plomb. Il faut que la ville se munisse de ce raccord-là. Donc, si ça avait été le cas, c'est sûr que ça aurait été un peu plus long pour eux de le faire et tout. Puis, fort probablement qu'ils vous en auraient informé aussi, là. Tu sais, ils n'auraient pas juste mis ça, on referme, puis surtout si vous étiez en travaux de votre côté pour l'aménagement, là. C'est ça. Fait que vous avez des bonnes chances que ça. Puis c'est sûr et certain que nous, notre souci qu'on a depuis le début de ce programme d'élimination là, du plomb, c'est de travailler en collaboration justement avec nos unités sœurs, je veux le dire comme ça, le service de l'ingénierie, le service qui est responsable de l'entretien des réseaux d'aqueduc, pour faire en sorte justement de les sensibiliser à ces préoccupations-là et de nous ramener l'information. Fait que de plus en plus, on est vraiment dans une harmonisation de l'information pour faire en sorte qu'on soit le plus solide possible quand on s'en va faire une étude sur le terrain. Merci. Oui, je pense que Excuse-moi, oui. juste peut-être me mentionner la question, c'est si Les les assurances peuvent. Oui, allez-y. Oui, on avait fait des recherches à ce sujet-là, puis effectivement, certaines compagnies d'assurance peuvent vous payer une partie des frais dans un cas de branchement d'eau potable en plomb. Là, on avait eu ces questionnements-là de certains citoyens l'an passé, là, puis on a eu la confirmation. Ça peut être dans une de vos clauses, tout dépendant de Ça votre dépend de la police d'assurance. d'assurance. Oui, c'est très bien de vous renseigner aussi à cet effet-là. Merci, si vous me permettez. Oui. C'est correct? En fait, effectivement, on a un petit souci avec le réseau. On ne sait pas exactement d'où ça vient, mais j'ai quand même 3 questions que je pourrais lire, si vous me permettez. Comment se fait-il que la Ville ne possède pas d'informations et des données sur les branchements publics qui ont été changés? Les fusions n'ont pas touché tous les secteurs ciblés par cette campagne de dépistage. Voilà. Mon Dieu, Il y a c'est une plusieurs très raisons, bonne hein. question. Mais tu sais, juste aussi le fait, des fois, malheureusement, la partie publique, ben, tu sais, dans les dernières années, on les a. Les années préalablement, on les a pas nécessairement à cause. Pas d'obligation. Il n'y avait pas d'obligation, il n'y avait pas non plus le besoin, le projet plomb, du projet d'élimination du plomb n'existait pas à ce moment-là. Et parfois aussi, il y a un délai, malheureusement. Il y a les travaux, il y a la firme qui s'occupe des travaux, il y a les dessins d'ingénierie, il y a la mise à jour de notre carte. Fait que des fois, il peut se passer des années entre les deux. Fait que ça a aussi un impact sur nos données. Fait qu'il y a plusieurs raisons. Je ne sais pas si vous voulez ajouter d'autres informations, mais il y a plusieurs raisons. Je sais que moi, j'avais fait une présentation là, de 3 ans où je m'étais amusée à regarder justement comment ça s'était comporté, comment ça avait évolué la ville dans les 120 dernières années au niveau des fusions municipales et de villages et c'est incroyable le nombre de regroupements de petites municipalités qui s'est fait. Et là, on parle de résidences où les plus hauts forts taux de plomb qu'on relève datent des années 1900 à 1940. Et c'est dans ces périodes-là où il y a eu énormément de petits regroupements qui se sont faits. Et chacune de ces petites municipalités-là ou villages-là ou quartiers-là avait ses propres façons de faire pour consigner l'information. Puis même au niveau des archives, il n'y avait pas toute la même pratique au niveau de la saisie, de la conservation des informations.
Donc, quand en 2001, il y a eu la fusion municipale et qu'on a eu à regrouper l'entièreté de toutes ces informations-là, vous imaginez le travail d'essayer de regrouper, de retrier, de refaire le ménage pour ça. Fait que je vous dirais que le programme présentement, là, s'il y a je dirais, un des gros avantages qu'on est en train de faire là, c'est de repasser au travers de l'ensemble de toutes ces informations-là qui ont été collectées historiquement pour redonner une certaine cohérence et une certaine harmonisation sur l'état actuel des données. Il y a des fois que, comme c'est ça, on a un cas présentement où une résidence, on a des données corporatives qui dit qu'il y a du plomb qui date d'un formulaire dans les années 92. Bon. Fait que c'est bien possible qu'on se présente chez ce citoyen-là de quelconque façon pour confirmer cette donnée corporative-là. Puis c'est peut-être plus le cas, elle est peut-être plus en plomb, puis ça n'a pas suivi. Puis justement, comme Mme Beaulieu parle par rapport aux fusions 2001, 92-2001, c'est évident qu'on ne veut pas prendre pour acquis cette donnée de 92-là. C'est sûr que oui, on aime mieux aller valider avec nos nouvelles façons de faire, nos procédures. Peut-être juste mentionner aussi, en début de projet, les premières années, on est allé chercher aussi le plus possible les données qu'on avait déjà puis qu'on savait qui étaient en plomb. Fait que ce qu'on savait déjà qui était en plomb, pour la plupart, ont déjà été changés. Puis là, malheureusement, c'est ce qu'on ne sait pas, qu'on doit aller dépister et qu'on veut changer. Puis c'est là qu'on essaie de cibler les secteurs qu'on pense qu'il va en avoir le plus. Mais malheureusement, on n'a pas trouvé la raison de... Oui, on dit les années 1940, mais il n'y a pas une raison précise. Il y a une propriété qui en a, l'autre n'en a pas, l'autre en a. C'est vraiment un peu disparate partout sur le territoire de la ville, malheureusement. Des effets de mode d'entrepreneurs du temps, les pratiques. Oui. Il y avait une question de prix, puis je sais que dans les années 80, 70, 80, on offrait aux gens de soit faire mettre leur plomberie en plomb ou en cuivre, puis la personne disait « Ah, ben, c'est moins cher en plomb, ben mets-le donc en plomb. » Puis à cette année, parce qu'il y avait plein de graines noires dans son eau tout le temps, quand il y avait les sous, il faisait changer en cuivre. Parfait, merci. Ça existe. On a 2 questions encore en ligne, et puis j'ai l'impression que c'est tout pour le moment. Et il y a M. Desjardins qui dit, lors de l'hydroexcavation, est-ce que la nature des matériaux des plomberies de part et d'autre du raccordement est observée? Oui. Dans la mesure du possible, dans la mesure de ce qu'on voit, dans le sens où ça vient nous donner un éclairage. C'est sûr que dans les cas où on aurait vraiment, je dirais, un branchement marbré, on va l'appeler comme ça, là, morcelé avec plein de composantes différentes, il est possible qu'on passe à côté d'une situation où on trouverait du plomb. Mais dans certains cas, c'est la meilleure optique qu'on a, considérant que justement, ces hydroexcavations-là, on préconise cette technique-là quand on a affaire à des multiplexes où ce qu'on sait que l'échantillonnage ne nous donnera pas des bons résultats à cause du nombre de personnes qui sont alimentées. Donc, c'est une faiblesse. La méthode la plus précise pour faire le dépistage, c'est vraiment par échantillonnage séquentiel, mais il faut y aller avec la réalité des contraintes auxquelles on fait face sur le territoire. C'est juste une petite information également, plus que le logement est gros, souvent plus que le diamètre de conduite doit être élevé, et le plomb, on peut pas avoir des gros diamètres aussi. Fait que quand c'est des plexes oui, c'est ça, mais quand c'est des logements qui ont 9 logements et plus, si on a l'information que c'est du 50 mm ou même des fois il y a des 100 mm dans des gros logements, on n'y va pas dans lui parce qu'on sait que c'est impossible que ce soit en plus. Parfait, merci. Je vous laisserai... Oui, laissez-moi juste lire la question, puis après, je vous demanderai de passer au micro. Merci. En fait, une dernière question de M. Pépin qui dit, en 2020 ou 2019, la Ville avait mandaté une firme pour faire des vérifications sur la 25e rue, entre autres, sur l'endroit où la partie résidentielle était raccordée à la partie ville. Est-ce que la Ville a considéré ce dépistage pour les plombs? Et monsieur laisse son adresse. OK. On va prendre ça en note. Malheureusement, on n'est pas en mesure de pouvoir vous répondre sur le vif comme ça, là, mais c'est intriguant, donc on va vérifier. On peut avoir la donnée. Tu m'as dit. Parfait. Puis M. Pépin, effectivement, s'il y a encore des questions qui n'ont pas été répondues, disons qui vont rentrer dans les prochaines minutes, et je vous rassure, on va adresser les questions au personnel responsable, puis ils vont vous contacter pour vous donner toutes les informations.
Merci. D'après moi, ce sont toutes les questions pour le moment en ligne. Madame, je vous invite à passer au micro, peut-être pour... on est sur la fin de la séance. Une petite question. Le trou pour l'hydro, j'ai oublié. Excavation. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il est fait du côté de l'emprise de la ville ou s'il est fait... À quel endroit il est fait? Il est fait des deux côtés. Ah, il y a deux On trous. s'en va vraiment sur la partie publique. On s'en va faire un trou pour voir ce qu'il y en est. Puis, on va sur la partie privée. Puis là, on s'en va faire un trou pour voir ce qu'il y en est. Fait que quand on n'a pas les informations ni pour la partie publique ni pour la partie privée, il va y avoir 2 hydro-excavations qui vont être réalisées. Si on a une information pour le public ou vice-versa pour le privé, mais qu'il en manque une, à ce moment-là, on va faire seulement un trou. C'est beau. J'avais oublié ce bout-là tout à l'heure. Merci. La remise en état, même si c'est fait côté privé, est aussi aux frais de la ville. Hein. Remise Ouais. en état. Ça fait partie du initial, dépistage. c'est ça, c'est payé par la ville. Puis peut-être juste pour souligner, c'est sûr que là, on met beaucoup d'emphase sur le fait que c'est le programme d'élimination du plomb dans l'eau potable. Mais un des objectifs qu'on poursuit avec ce programme-là, en faisant du dépistage systématique, c'est surtout de rassurer la population par rapport à l'eau qui lui est distribuée. Donc, on sait que dans la grande majorité des cas, on n'aura pas de plomb, on n'aura pas de mauvaises nouvelles à donner, mais je trouve que c'est un bénéfice pour la population de au moins avoir l'heure juste par rapport à la qualité de son eau, puis d'être rassuré par rapport au fait que s'il y avait eu des actions à être prises par la municipalité ou du moins par vous, bien, que vous aviez l'opportunité de pouvoir le faire. Oui, monsieur, allez-y. Serge Trépani, je suis sur le boulevard des Alliés. Il y a 2 ans, ils ont fait des hydro-excavations comme ça dans la rue, un peu partout, mais pas chez moi. Ah, vous n'avez pas été chanceux. Ben, je ne sais pas. Mais est-ce que ça voudrait dire que vous allez quand même venir chez moi faire des échantillons? Ça va dépendre si on a l'information. Peut-être qu'on n'est pas allé chez vous justement parce qu'on avait une information vous dans nos l'aviez. dossiers. Exactement. OK. Mais là, malheureusement, je peux Ben, j'ai pas. fait faire des travaux en 2004. Justement, OK. il y a eu une excavation jusque de partie privée, puis j'ai changé mon égout. OK. Et on voyait le tuyau quand même. Là, je ne peux pas jurer à 100% qu'il est en cuivre. À l'intérieur, il est en cuivre, mais dehors, je ne sais pas. Mais peut-être que vous avez eu l'information. Tout ça qui n'ont pas vérifié chez moi, c'est peut-être pour ça. Mais vous êtes peut-être aussi à la limite du secteur où ce que l'année passée, on s'est permis d'aller Ils faire. l'ont fait un peu partout. Ils l'ont fait un peu partout. Ah oui, sauf, comme je dirais, ils l'ont fait peut-être sur, c'est pas une grande rue, là, sur peut-être 30 maisons, il y en a peut-être fait 20, mais pas chez moi. Mais c'est ça. Mais ça se peut que dans certains secteurs, ça ait été morcelé. Puis que ça se peut qu'on se reprenne cette année ou encore qu'on avait l'information à notre disposition puis qu'il nous reste, mettons, seulement l'inspection visuelle à faire à l'intérieur. OK, mais vous allez quand même venir faire. Normalement, on devrait s'assurer d'avoir les 3 critères. C'est-à-dire partie publique, partie privée, inspection à la valve d'arrêt pour être sûr de pouvoir donner un diagnostic sur votre branchement. OK, donc il resterait peut-être celle à l'intérieur. Effectivement. Quel type d'habitation vous avez? C'est combien de logements? Ben, en fait, c'est un 3 logements qui date de 1920. C'est probablement à cause que c'est un 3 logements, c'est pas requis de le faire en hydro-excavation, puis vous êtes peut-être plus prévu à le faire en échantillonnage, vu que vous êtes de type plex, mais 4 et moins. Donc, à partir de 3 et moins, on est capable là, de peut-être synchroniser la stagnation. Oui, bien, ce serait facile parce que je m'entendrai avec les autres personnes. Vous pouvez déjà peut-être regarder, voir en sachant ça, si vous voulez prendre un rendez-vous de votre côté, bien, vous aurez l'opportunité d'aller. Je vais aller vérifier avant si je suis ciblé. Effectivement. Ah oui. Oui. Si vous êtes présent à la séance et que vous avez eu l'invitation et donc normalement probablement vous êtes sur la liste. OK, merci. Merci à vous, monsieur. S'il n'y a plus de questions, peut-être la dernière question avant de passer à la fin. Allez-y. Claudine Giroux, 3e Avenue Ouest. Tantôt, vous parlez d'une liste d'entrepreneurs qui pourrait peut-être être ouverte. Est-ce que cette liste-là est disponible sur le site Internet? Non, on la remet normalement lorsqu'on vient informer les gens qu'il y a une non-conformité par rapport à leur partie privée. Audrey. Parfait. Permettez-moi, je pense qu'il y a une main levée en ligne. Peut-être c'est la dernière. Marie, est-ce que tu es là? Oui, c'est ça. Donc, il y a M. Robert Fleury qui a levé la main. Donc, M. Fleury, vous pouvez ouvrir votre micro.
Monsieur Fleury, êtes-vous là? On ne vous entend pas. C'est beau. Vous Oui, on m'entendez? vous entend. Oui, tout à fait. D'accord. Allez-y. Écoutez, l'année dernière, il y a eu une petite excavation, vous appelez ça hydro-excavation. Oui. J'ai posé la question aux techniciens si ça avait été changé. Il m'a répondu oui, mais je n'ai eu aucune confirmation de la part de la ville que c'était le cas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Malheureusement, la seule façon qu'on peut vous confirmer que votre branchement est conforme, c'est par prélèvement. Parce que comme Mme Beaulieu l'a mentionné, une hydroexcavation, c'est seulement une petite section qu'on voit. Fait on assume que s'il y a un bout de cuivre, ça devrait être en cuivre sur toute la longueur, mais malheureusement, on confirme seulement par prélèvement. Donc, si vous voulez une confirmation écrite, juste à nous spécifier, puis à ce moment-là, on va aller faire un prélèvement à l'intérieur de votre Non, propriété. n'hésitez pas à contacter le 3-1. Oui. D'accord, merci. Merci à vous. Alors, avec cette dernière question, on va passer à la fin. Bon, on va terminer la séance. Je vous rappelle que pour ceux qui sont ici en salle, puis aussi en ligne, que les informations, la même présentation que vous avez vue ce soir, vous allez la voir demain, à partir de demain sur le site web de la ville. Et je vous réitère qu'il y a la liste aussi et toutes les informations concernant le lien et les informations qui ont été mentionnées par les personnes qui ont présenté tout au courant de la soirée. Alors voilà. Et je pense que ça a été dit à plusieurs reprises, mais n'hésitez pas à contacter le 3-1 si vous avez encore des doutes, des questions. Et vous allez avoir peut-être un traitement plus personnalisé de cette façon. Alors, sans plus tarder, Monsieur Lavoie, je vous céderai la parole pour les mots de la fin. Écoutez, je serai bref. Je pense que vous allez être d'accord avec moi pour me joindre à mes remerciements. Toute la reconnaissance pour Mesdames Beaulieu, Gauthier et Brouillette. Oui, absolument. Vraiment, elles sont d'une érudition. J'aimerais avoir toutes les réponses comme ça dans ma vie personnelle. J'aimerais ça. Ah, vous aimeriez ça aussi. Alors, c'est vraiment stupéfiant. La première fois que j'avais été estomaqué, là, je suis encore plus. Bravo, vraiment. C'est très rassurant. Comme je vous dis, je suis passé à travers le processus. Je me suis rendu avec la petite Brita et tout. Finalement, la conclusion a été heureuse. Merci aux techniciens aussi. On ne prend pas la peine de les remercier. Vous voyez que c'est de la grosse technique hein, de coordonner tout ça avec le mode hybride. On expérimente le mode hybride en ce moment. Merci aux gens en ligne et merci aussi à ceux qui se sont présentés. Des questions extrêmement pertinentes, vraiment. Je pense qu'on en ressort tous enrichis. Et n'hésitez surtout pas, 311, hein, c'est souvent c'est méconnu, de plus en plus bien connu, heureusement, mais ils sont une source intarissable aussi de réponses. Alors, n'hésitez surtout pas. Et merci et rentrez bien, faites attention encore. Ils vendent très fort, on l'entend. Alors, soyez prudents, au plaisir. Merci d'être venu. Merci. Merci. Bonne soirée.